Est-ce que toi, tu m'entends bien? Ça va? Super bien, le son est génial. Les amis, dites-nous dans le chat si c'est bon au niveau de... Hop, alors. Bien. Ça devrait aller. A Super. priori, on est pas mal. Sur YouTube, on y est. Ok. Sur LinkedIn, je vais aller vérifier. Ouais, moi aussi, je vais vérifier au même moment. Ouais, je suis connectée en tout cas. Donc, c'est très cool. Ah, il y a quelqu'un qui nous dit bonjour tout le monde sur LinkedIn. Ouais, Anne Baudin, bonjour. Ah, génial, Anne, vous Anne. êtes sur la Welcome. plateforme. LinkedIn aussi, je vois. Ariane, Ouais. salut Ariane. Ah, salut Ariane, super. Ila, t'as vu, Ilia, j'ai pas oublié ton prénom, t'as vu? Ila. Salut. Véronique. Facebook, je sais pas. Facebook, normalement, c'est programmé, on verra. Au pire, on sacrifie Facebook, tu sais quoi. Voilà. Il fallait en sacrifier un, ce sera Facebook. D'accord, ok. Bah, de toutes les façons, on pourra récupérer et remettre la vidéo, t'as vu? Ouais, elle est sur YouTube. Voilà. Non, mais c'est bien, les gens arrivent. Les gens arrivent partout, les gens arrivent sur YouTube. On a dit en Ouais. live, c'est très cool. Installez-vous. Installez-vous tranquille. Commencez à vous poser des questions de ce sur quoi vous pourriez nous interroger. Alors, Ouais. je repose le cadre de l'échange, d'accord? Parce que c'est important que les gens sachent pourquoi on est là, Didier. Juste, je me dis que je vois pas forcément toutes les questions de tout le monde, mais tant pis. Voilà. C'est pas mal. Alors, le cadre de l'échange, c'est quoi? C'est simplement qu'il va y avoir le grand sommet de la motivation à Paris, qui aura lieu le 16 novembre. Vous avez dû voir passer l'information. Et ça va être l'occasion pour nous tous de se retrouver, de se réunir dans un événement physique présentiel très important pour atteindre justement un niveau de communication supérieur, direct, se voir, s'entendre, se rencontrer, pouvoir échanger. Et bien sûr, il y aura des conférences et des ateliers. Alors, tu m'as invité à participer au grand sommet de la motivation. Donc, je vais respecter le cadre de l'événement. Je vais parler de communiquer avec impact. OK. Et justement, je me suis dit que ce serait pas mal si on faisait un live là-dessus, la communication avec impact, pour vous donner des billes. Mais je vous invite tout de même, dès le début, à venir nous retrouver à Paris le samedi 16 novembre, en vrai, pour cet événement. On pourra manger ensemble, on pourra se retrouver, on pourra discuter, ça va être hyper sympa. Et ce sera l'occasion quand même, parce qu'on vit dans un monde où on se voit plus beaucoup les uns avec les autres. Moi, à titre personnel, j'ai pas le temps, en fait, la dispo pour créer un événement perso, mais c'est pas grave, voilà, on se retrouve tous ensemble et ça va être hyper sympa. Donc venez au grand sommet de la motivation organisé par Didier. Didier Gélanor, qui est donc l'organisateur chaque année de ce grand sommet, qui invite plein de gens à parler sur scène, dont pas mal de femmes, et je te remercie pour ça, parce que souvent les femmes sont exclues quand même pas mal de l'espace public, espace de parole et tout, et toi, c'est vraiment très mixte, quoi, et je trouve ça super bien. Tu m'as invité il y a quelques années à prendre la parole devant tout ce public, échanger avec ces gens. Pour moi, c'était la première fois. Et je trouve ça super, quoi. Ton événement, il est, il est mixte, il est interculturel, il est super bon esprit. Et donc, j'invite tout le monde à venir avec nous, passer un super moment. Cette année, on parle de communiquer avec impact. Je te laisse la parole, Didier, pour parler de ton événement. Bien, en tout cas, quelle introduction, ça fait énormément plaisir, c'est vraiment cool. J'espère que vous allez bien. J'ai vu un message passer là, c'est Jabran. J'espère que vous êtes très bien installé, que vous avez votre café ou bien votre thé, vous êtes au coin du feu, ça fait plaisir. Oui, Nathalie, moi, c'est toujours un plaisir de t'avoir. Et oui, le grand sommet de la motivation arrive le 16 novembre à Paris, justement l'occasion de travailler sur notre communication, parce que je me rends compte, et on en parlera justement aujourd'hui, que c'est un domaine qui est sous-estimé en fait. C'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte à quel point notre communication, si on travaille dessus, mais c'est notre relation déjà avec nous-mêmes qui change, avec les autres, n'en parlons pas, et c'est la qualité de vie
qui est tout simplement transformé. Donc j'aimerais justement que pendant cette journée, on prenne le temps de vraiment se rendre compte que c'est un super pouvoir, que très souvent on ne se prend pas, on ne se rend pas compte que il peut être transformateur et nous apporter tellement de bienfaits dans notre vie. Et j'ai justement voulu que tu interviennes à cet événement-là parce que bah, déjà, je t'apprécie là, Nathalie, depuis qu'on s'est rencontrés. Je crois qu'on ne se lâche plus. Donc, tu étais à mon Ça fait événement. quelques années, on a beaucoup bossé ensemble, on va pas se mentir. On a fait plein de trucs. Et on se lâche plus. Et c'est depuis, comment dire ça, l'année dernière, parce que moi, quand il y a quelqu'un qui m'intéresse, ben moi, je pense beaucoup à la co-création. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et bien sûr, ça ne peut se faire qu'à travers, à travers la communication. C'est beaucoup plus fluide le rapport qu'on a avec les gens. On peut très facilement mettre ses limites. On peut construire ensemble. Bref, on va parler de ça aujourd'hui. Ça va être génial. Le Ouais. 16 novembre à Paris, le Grand Sommet de la Motivation, il y aura des spectacles, il y aura de l'animation, du gospel. Oh, j'ai hâte de chanter. Non, du gospel, sans Ah, déconner. ah oui, 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 du Ouais, gospel. c'est génial. On va chanter, on va faire des jeux, mais surtout on va Waouh. travailler sur notre communication et sur les réseaux sociaux Oui. et dans notre relation de couple et dans notre vie professionnelle, même les entretiens d'embauche, comment prendre sa place, comment ne pas heurter les gens quand on veut s'exprimer, comment faire des demandes. Bref, ça va être une journée géniale. Moi, je suis Waouh. Didier Delanor et coach, conférencier. J'interviens sur le domaine du leadership et de la communication. Je pense que pour la présentation, on est déjà... Alors, il manque un truc en matière de communication. Pour vous inscrire, c'est sur didiergelanor, tout collé, .fr. Didier avec un E, pas de R. Voilà. Donc, si vous nous écoutez et que vous voulez aller sur Internet et vous inscrire, vous tapez https :// bon, ça vous n'êtes pas obligé. didiergelanor, tout collé, .fr. Là, vous pourrez vous inscrire. Voilà. Je voulais le dire à l'oral parce que je sais qu'il y a des gens, ils mettent leur petite oreillette et puis après, ils n'ont pas forcément le lien pour cliquer dessus. Heureusement qu'il y a Ariane qui est là, qui fait la petite Merci souris. Ariane. Merci Ariane, qui Excellent. n'hésite pas à le mettre très souvent. OK, communication, Nathalie. Génial. Ouais, communication, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Est-ce que tu veux commencer sur le sujet ou est-ce qu'on répond aux questions des gens? Parce que je vois qu'il y a un monde fou, c'est incroyable. Oui, oui, Nathalie, et encore, ça fait plaisir d'être là parce que je crois fondamentalement que ensemble, si on travaille sur notre communication, on change le monde. On change Oui, le monde. Et moi, je vais commencer avec ça, Nathalie, si tu veux bien. On y va? vas-y. OK, allez, on y va. OK. La communication va au-delà du fait de s'exprimer, en fait. Ça va au-delà du fait d'avoir une bouche et de parler. Oui. Ça, c'est tout le monde, c'est à la portée de tout le monde. Enfin, toutes les personnes qui ont une voix, c'est à la portée de tout le monde. Mais là où la communication devient extrêmement puissante et impactante, c'est, premièrement, est-ce que je suis capable de dire ce que je ressens, ce que je veux, ce dont j'ai besoin? On pense que c'est aussi simple que ça, mais non, parce que selon la personne qui est devant nous, on va avoir des freins. C'est pas facile, depuis que je fais des coachings, de l'accompagnement, c'est pas facile pour la plupart des gens de prendre leur place. Que ce soit en entreprise, que ce soit en réunion, que ce soit en couple, que ce soit dans la vie au quotidien, prendre sa place, dire les choses, ce n'est pas du tout évident pour beaucoup de personnes. Et pour ceux qui réussissent à faire ça, il y a un autre blocage, c'est comment je vais le dire? Comment je vais dire les choses pour que l'autre puisse l'entendre? Comment je peux dire les choses pour que l'autre puisse le comprendre? Et au-delà de ça, il y a un autre niveau, et qui pour moi c'est le dernier niveau. Comment je fais pour me faire comprendre? Parce que l'autre, il peut bien entendre, il peut bien écouter, mais rien ne dit qu'il va comprendre ce que je suis en train de dire. C'est comme ça, par exemple, sur les réseaux, on voit beaucoup de personnes qui communiquent, mais est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris? Est-ce que quand il y a un conflit, et quand je m'exprime, qu'est-ce qui fait en sorte que la personne se braque? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle m'écoute? Qu'on arrive à trouver une porte de sortie? Lorsque je fais une demande à quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui se passe pour que
ma demande, elle est écoutée, elle est étudiée, mais la communication, dans mon expérience personnelle, je me suis rendu compte que c'est l'outil qui ouvre des portes, en fait. Parce Mmh. qu'on peut arriver dans un lieu de travail et on ne se rend pas compte que il y a ce qu'on appelle des codes, Mmh. toujours dans la communication, mais des codes qui sont non dits. Et si je n'ai pas l'intelligence de comprendre ces codes, si je n'ai pas l'intelligence de me rendre compte que, mais en fait, il y a des messages, des méta-messages qui sont déjà installés dans l'entreprise que, euh, que je ne connais pas et qu'on ne partage pas et qui sont des non-dits, ben, c'est sûr qu'à un moment, je vais me sentir en décalage, mais parce que je n'aurais pas pris le temps d'observer ça. Mais il y a Ouais. encore autre chose dans la communication. Mmh. Je Je vais terminer. j'ai une anecdote là-dessus après, mais je la raconterai après. OK. Et il y a autre chose aussi dans la communication. C'est quoi? C'est le non-verbal. Le non-verbal. C'est-à-dire que, et moi je m'intéresse beaucoup au charisme. Qu'est-ce Mmh. qui fait en sorte qu'une personne est charismatique et pas une autre? Qu'est-ce qui fait en sorte? Ben, il y a beaucoup le non-verbal. C'est comment je bouge, comment je me déplace, comment j'interagis avec les gens, mes silences, mes muscles faciaux, c'est-à-dire qu'au niveau de mon visage, qu'est-ce que je présente aux gens et comment je m'habille. C'est-à-dire que tous ces messages qui sont silencieux envoient une information importante aux personnes qui sont en train de nous écouter. Et je vais m'arrêter là pour te donner la parole, Nathalie. C'était juste Compris. pour vous présenter que la communication, c'est pas quelque chose qui est très simple, très évidente. Il y a des codes, il y a des étapes, mais surtout le plus important, c'est qu'est-ce que je veux que les gens retiennent quand je prends la parole? Parce que la communication, c'est un acte de leadership. Mmh. C'est pour ça que les leaders travaillent beaucoup sur leur communication. Et en passant, un leader, c'est pas forcément un chef d'entreprise, là. Non, C'est un le père, cliché. un Mmh. jeune enfant. Bref, c'est toute personne qui a un projet, qui a quelque chose à partager, qui a une mission, en fait, une passion et quelque chose à partager aux autres. Donc, j'aimerais juste commencer à mettre le décor là-dessus avant qu'on aille un peu plus en profondeur. Nathalie, je te passe la parole. Merci beaucoup. Ce que tu viens de dire m'a évoqué plusieurs choses. Il y a un truc que j'ai dit à mes enfants il y a quelques jours, hier ou avant-hier même, Mmh. et je le dis régulièrement, c'est il y a, les gens ne vont rien vous dire quand vous faites ça ou ça, mais ils n'en pensent pas moins. Et je dis souvent, c'est pas parce que les gens ne vous disent rien qu'ils ne pensent rien. Et en fait, je voulais insister sur et tu m'as vraiment fait penser à ça avec ces histoires de codes implicites, ces codes qui ne sont pas dits dans les environnements, dans les groupes, dans les structures, à l'école, dans les entreprises. Il y a ce qui est dit et il y a tout le non-dit. Et moi, j'insiste vraiment auprès de mes enfants pour leur dire, ce n'est pas parce que les gens ne disent rien qu'ils ne pensent rien. Voilà, donc l'importance de l'implicite. Première chose. Et il y a un différentiel entre ce que les gens pensent et ce que les gens disent et aussi ce que les gens font. Et ce qui compte à la fin, c'est ce que les gens font si vous voulez avoir de l'impact. Et c'est pour ça que j'aime bien cette idée de communication impactante. Ah, Didier, je vois que tu reçois des messages, tu auras peut-être des questions à nous transmettre Ouais. après. Mmh. Intéressant. Et voilà, donc il y a une différence entre ce que les gens pensent, disent et font. Il y a des codes qui sont effectivement implicites. Et il y a quelque chose, tu m'as rappelé une vieille histoire également quand tu as fait Mmh. ton introduction. Quand j'ai fait mes études de gestion des ressources humaines, on avait des cours de communication. Et le premier cours de communication, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Je ne sais pas si mon professeur de communication me suit encore. Je le vois des fois passer sur les réseaux, notamment Pinterest, donc je sais qu'il me suit de loin. Mon professeur de communication donc, avait commencé son cours en disant quelque chose d'hyper intéressant. Il avait demandé aux élèves quelque chose qui, moi, me semblait évident à l'époque. Et j'ai été choquée de voir à quel point ce n'était pas évident pour tout le monde. Il a demandé tout simplement, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est que vous disiez ce que vous voulez dire ou est-ce que c'est
l'information reçue par la personne en face. D'accord? Qu'est-ce qui, d'après vous, est le plus important en matière de communication? Et je pense que la majorité de la classe, et c'est un peu triste pour des gens qui s'orientaient vers les ressources humaines quand même, mais pourtant c'était très clairement énoncé, ont répondu que le plus important c'était de dire ce qu'il y avait à dire. Et moi, je t'assure, je m'en souviendrai toute ma vie, parce que non, l'important, c'est le message qui est reçu au bout de l'acte de communication, et en aucun cas que tu aies dit ce que tu avais à dire, parce que ça, c'est vraiment très égocentré. Un acte de communication réussi, et on sait qu'il est réussi, parce que comme tu le disais parfaitement tout à l'heure, à la fin, le message a été reçu par le destinataire et intégré. Après, qu'il soit accepté ou pas, voilà, je veux dire, tu te confrontes au système de croyances des gens et tout, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, c'est bien évidemment l'essentiel, c'est que la personne, c'est le message reçu par la personne, le fait que ça fasse sens et que ça n'ait pas été trop transformé et dévoyé sur le chemin entre les metteurs. Parce que sinon, autant parler à un mur. Tu parles à un mur et tu as fait ton acte de communication. Non, ça, c'est pas de la communication. Voilà. Donc, tu m'as rappelé cette histoire, cette vieille histoire qui date de mes études et tu vois, qui toute ma vie, finalement, m'aura guidée sur le fait que l'essentiel, c'est le message reçu par la personne et pas du tout moi et ma propre satisfaction d'avoir réussi à l'émettre. Oui, mais c'est ce que tu dis là, c'est tellement juste et c'est la raison pour laquelle il y a tellement de conflits dans les relations avec les autres parce que souvent les gens ils pensent que prendre sa place, c'est juste vomir ce qu'on ressent. C'est ça. Et ils comprennent pas que les personnes en face peuvent ne pas comprendre l'intention déjà, le message et que ça crée vraiment un souci. Parce que, imaginons un monde où tout le monde fait ça, mais c'est la catastrophe en fait. C'est la catastrophe. Alors que j'ai appris par ma propre expérience que la façon dont ce que tu dis, c'est tellement vrai et ça me fait rire parce que c'est justement le piège là où beaucoup de personnes entrent. Et, et l'autre piège, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont tellement conscientes de ça et qui finalement, pour s'exprimer, réfléchissent pendant je sais pas combien de temps pour comment je vais dire, est-ce que non, parce que eux aussi ils ont compris ça. Donc ça montre encore à quel point la notion de communication elle est essentielle, mais surtout encore en affaires, surtout en affaires où on doit vendre, on doit présenter notre projet qui n'existe pas. Parce qu'on présente un projet souvent qui n'est que l'idée de projet pour les investisseurs ou bien un programme où souvent ça n'existe pas. Et comment faire pour que le message entre dans l'esprit de l'autre et que la personne puisse comprendre finalement ah, d'accord, c'est ça que tu veux dire. Ah, d'accord, oh super, ça m'emballe, ça me parle. Et tu le soulignes très bien, c'est ça le but en fait de la communication. Faire en sorte que, parce que souvent on oublie que la communication vient du mot latin qui signifie communicare, c'est-à-dire mettre en commun. Mettre en commun. C'est-à-dire que moi je vais mettre quelque chose dans le panier qu'on va partager ensemble. Mais si je mets quelque chose dans le panier qui ne plaît pas à l'autre, qui n'intéresse pas l'autre, où la présentation est nulle, ben, c'est pas étonnant que l'autre ne soit pas intéressé ou qu'il n'ait pas envie de partager ce point-là avec nous, en fait. D'où l'importance de comment dire ça, c'est une adaptation, en fait. Et c'est pour ça qu'on le dit si bien en communication, il faut que j'apprenne vraiment à connaître l'autre. C'est-à-dire que je comprenne l'autre, c'est quoi ses besoins, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il désire, qu'est-ce qui l'effraie, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Parce que souvent, on ne se rend pas compte. Moi, une fois, on parle des anecdotes là, moi, une fois, il y a un professeur à l'école. C'est fou parce que ça nous ramène à l'école. Ça nous renvoie à des choses lointaines, hein. C'est fou, ça nous projette comme ça dans notre histoire. Ouais. C'est ça. Moi, il y avait un professeur une fois qui a commencé à raconter une histoire. Donc, il raconte son histoire, il raconte l'histoire. Et à un moment, pendant l'histoire, il y a un camarade qui commence à pleurer. Et le problème, c'est que le professeur, il ne capte pas.
Il est dans son truc, il est à fond dans son truc, il explique. L'élève, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Il pleure, il cache son visage, il pleure. Le professeur a terminé son histoire, l'élève était en vrac. En fait, l'histoire qu'il est en train de raconter, le professeur, c'est une histoire qui a fait le tour du pays et c'était vraiment horrible. C'était les parents de cet enfant. Donc, il racontait l'histoire dramatique, scandaleuse que l'enfant avait vécue, qui avait causé la perte de ses parents. Et il ne captait pas. Juste encore pour souligner le fait que quand je suis en train de communiquer, que ce soit en public ou que ce soit avec un groupe restreint ou bien avec une personne, le fait de faire attention, de calibrer, d'observer pour me rendre compte peut-être que le sujet que je suis en train d'aborder, c'est pas intéressant pour l'autre. Peut-être que le sujet que je suis en train d'aborder, il faut que je fasse attention. Et c'est la raison pour laquelle, on le disait encore tout à l'heure, c'est une danse, la communication. Quand on arrive à un haut niveau de communication, comprendre que c'est une danse, c'est de la psychologie, c'est une danse qui est tellement puissante où je ne fais pas mon geste tout seul, je dois être en accord avec la personne qui est devant moi. Ouais. Et ça, c'est très important. Oui, Nathalie. Leçon numéro 1, Didier. Oui. On parle de ça depuis le début. Leçon numéro 1, se décentrer. D'accord ? Apprendre à se décentrer. Poser son attention plus sur soi et le message qu'on a envie de passer, mais sur l'autre. Je pense qu'on peut résumer ça. En hypnose, on appelle ça être en tri sur l'autre. C'est-à-dire que temporairement, j'enlève mon focus de moi-même et de ma vie intérieure et je le pose sur l'autre. Je pose mon attention sur l'autre et je l'observe afin de me calibrer, effectivement, tu as utilisé le terme, et de m'adapter à ce qui se passe en face. Et des fois, ça oblige à revenir à des modes de communication plus basiques, différents. On dit prendre les gens là où ils en sont. C'est-à-dire qu'on avait quelque chose à dire qui nous inspirait beaucoup, qui était très compliqué, très sophistiqué et tout. Mais la personne n'est pas du tout prête à le recevoir dans son chemin de pensée, dans son vécu. Et à ce moment-là, je me remets à côté de lui sur le chemin, là où il en est. Prendre les gens là où ils en sont, donc se refocus sur l'autre, sortir un peu de son délire intérieur, quelque part, où on se fait des films sur ce qui va se passer. Je te vois hocher la tête, je pense que tu vois exactement ce dont je parle. On projette des trucs imaginaires où forcément on a le grand rôle et on apprend aux autres et on est le mentor et on machin. Et puis en face, on a des gens qui ne sont pas du tout là. Donc voilà, leçon numéro 1 qui tient en un mot: apprendre à se décentrer temporairement et poser le focus sur l'autre. Voilà, trier l'information en fonction du vécu de l'autre et plus de son petit vécu personnel pour se réajuster sans cesse. Comme tu disais, c'est une danse, c'est un aller-retour. On n'est pas tout seul quand on communique. Sinon, c'est une forme de communication un peu autistique, comme on voit des fois. Hein. J'ai eu un professeur de mathématiques comme ça, une année en 3e, et je crois que j'ai jamais eu de note aussi catastrophique en mathématiques. Le type faisait son cours tout seul, mais vraiment. Et je te dis, je m'en souviendrai toute ma vie aussi. Il était au tableau, on faisait notre vie de classe, et lui, on dirait qu'il nous avait complètement abandonnés. Wow. Et il faisait son cours de mathématiques tout seul, comme ça, il pouvait cocher sur sa checklist personnelle que cette leçon-là, il l'avait faite. Et j'ai jamais eu Alors pourtant, j'étais une bonne élève en mathématiques, vraiment. J'ai jamais eu de pire note que cette année-là parce que j'ai senti qu'il avait complètement abandonné la classe. C'est en tout cas comme ça qu'on l'a perçu. Parce qu'il ne se recalibrait pas sur nous. Son souci était de dérouler son programme et pas de nous enseigner le fond des choses, les leçons, tu vois. Et ça m'évoque vraiment ce qu'on a évoqué tous les deux, c'est-à-dire cette incapacité que certains ont à se recalibrer en fonction de la personne ou du groupe en face. Ouais, mais c'est tellement, c'est-à-dire rien que ça, ce serait une masterclass. Parce que même en tant que manager, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'ai une équipe devant moi.
pour les managers, parce que souvent on ne se rend pas compte que la communication, c'est un élément puissant de motivation quand c'est bien utilisé. On a Oui. des personnes qu'on doit entraîner avec nous, ils ne sont pas pareils là. Ils ne sont pas pareils. Chacun a ses caractéristiques. Et souvent, on croit que le fait de balancer l'information comme ça, ben, c'est sûr que ça va se faire. Ils sont pas pareils. Ils n'ont pas les mêmes besoins, les mêmes ressources. Et l'habilité, c'est pour ça que la communication, c'est vraiment une question de psychologie, c'est de comprendre que les besoins sont différents, les approches doivent être différentes, elles peuvent pas être pareilles. C'est pas vrai que quand on communique à un groupe, il y a Mhm. aussi une façon de le faire. Quand on communique à un groupe, c'est pas dit que parce qu'on a communiqué, on a posé une intention claire, on a dit les choses clairement, que les gens ont compris la même chose. Non, parce que le fait de dire aux gens, OK, on va atteindre nos objectifs, déjà, il faut être sûr de quel objectif on est en train de parler, parce que tout le monde ne se dit pas que, ah ouais, l'objectif qu'on a ce trimestre, c'est ci, c'est ça. Non, c'est pas aussi clair que ça. D'où Non. l'importance toujours de clarifier les choses, d'où l'importance de toujours faire en sorte que les choses soient très, très claires. Mais souvent, on oublie. Souvent, on oublie parce qu'on est dans une énergie, on a la foule devant nous, alors que c'est hyper puissant pour motiver, pour driver les autres et pour les amener à atteindre certains résultats. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions là, parce que c'est sûr que ce serait intéressant, beaucoup plus spécifique, de pouvoir y répondre. Mais c'est sûr que oui, c'est une danse. C'est une danse qui est hyper importante. Pour la petite histoire, je ne sais pas si toi tu en as, Nathalie, moi je me suis rendu compte du pouvoir de la communication Mhm. quand je suis sorti de la rue. Pour ceux qui ne savent pas, là, moi j'ai été dans la rue et la première communication qui a été très importante pour moi, c'est comment je me motive. Comment je me motive pour commencer à faire les choses que je dois faire. Ça veut dire que c'est une autre capacité à communiquer, mais qui est interpersonnelle. Qu'est-ce que moi, je me dis quand j'ai envie de me lever pour faire quelque chose qui me semble difficile, impossible. euh, Qu'est-ce que je me dis en fait? Et la plupart des gens ne savent pas comment faire ça. Ils ne savent pas comment se parler, comment se, 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 se réveiller le feu sacré. Et ça, c'est une qualité de communication que souvent on néglige. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que, enfin, quand j'étais dans la rue, j'avais une certaine façon de communiquer. Ce n'est pas juste le fait de se dire, allez Didier, réveille-toi, vas-y, tu vas y aller, que ça va marcher. Non. Non. Encore Non. là, il faut savoir qu'il y a des mots qui ont beaucoup plus d'impact que d'autres, qui ont une capacité de nous réveiller que d'autres mots, en fait. Et ça, Oui. souvent, on néglige ça, de savoir que la façon dont moi j'ai à me parler, ça fait toute la différence. Et c'est vraiment ça le secret. Qu'est-ce que je me dis quand je me parle? Et toi, je ne sais pas si Nathalie, à quel moment tu as compris l'importance de la communication à ce niveau-là. L'importance des mais il y a tellement de choses qui sont importantes là. Tu parles de communication, en fait, avec toi-même et de dialogue interne et de la puissance des mots, c'est ça? Ouais. C'est marrant parce que lundi prochain, j'ai un live avec Céline Niederhofer qui a sorti un livre qui s'appelle Les mots magiques. C'est vraiment le hasard du calendrier où il présente 50 mots très puissants justement, pour communiquer et aussi pour vendre. Donc c'est rigolo, ça fait long pour alors pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant, parce que je sais qu'il y a des gens qui arrivent en cours de live, sachez qu'il y a le grand sommet de la motivation pour se retrouver en présentiel tous ensemble et apprendre à mieux communiquer et partager sur didiergelanor.fr. Inscrivez-vous, venez avec nous, ça va être hyper sympa. Ouais. C'était la parenthèse pour ceux qui ont pris le live en cours de route. La puissance des mots, le dialogue interne, c'est quelque chose de tellement important. J'ai rencontré des gens, par exemple, qui passaient leur temps à s'excuser, dire qu'ils étaient désolés, par exemple, et parler du registre tu vois, de la désolation, de la mort, et c'est Mehmet Gül, pardon, avec qui j'ai un petit peu bossé, qui parlait notamment de ce mot de la désolation, mais rendez-vous compte de ce qu'invoquent certains mots mentalement au niveau de vos représentations. Essayez de vous le figurer en image. Si je vous dis désolation,
Mentalement, vous pensez à quoi? Vous pensez pas à une terre brûlée, morte comme ça, ouais, voilà. Et à votre avis, ça fait quoi à votre psychisme si 30 fois par jour vous vous dites, je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. Bah, en fait, vous créez cette espèce de désolation. Vraiment, hein, vous vous auto-hypnotisez pour créer en vous alors, je suis désolée, je fais beaucoup d'évocations à l'hypnose, mais j'ai beaucoup pratiqué l'hypnose et j'ai été formée à l'hypnose, donc du coup, c'est un peu mon référentiel aussi. Vous créez en vous cette espèce de désolation intérieure où finalement tout est mort et tout a été dévasté, quoi. Et vous préparez le terrain justement à une dévastation intérieure. Je prends cet exemple. Il y en a plein d'autres, d'accord? Les mots ont une puissance et les mots évoquent des choses mentalement dans les représentations. Si vous avez un doute sur un mot qui vous met un peu mal à l'aise, que vous utilisez beaucoup, que vous entendez beaucoup, fermez les yeux, demandez-vous ce que ça vous évoque visuellement, mentalement. C'est vrai qu'on est des êtres quand même prioritairement visuels, donc ça aide. Et voyez avec quoi vous vous connectez à chaque fois que vous employez ce mot. Est-ce que vous voulez vraiment installer intérieurement cet état-là en vous? Question. Didier, ça te parle, ce que je t'ai dit? Ah, mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire que moi, je me suis dit que tu avançais même trop vite. Ah non. Je me suis dit que tu avançais même trop vite. Des choses. Parce que je me suis dit, les gens, il faut les amener petit à petit. Mais parce que ce que tu dis, c'est tellement vrai. La communication en général, c'est une forme d'hypnose. La communication en général, c'est une forme d'hypnose. Mais ça, on le dit pas. C'est-à-dire que quand je suis en train de communiquer avec une personne, ça a de l'impact, ça a de l'influence. C'est-à-dire que je peux communiquer avec quelqu'un, la personne va se sentir tellement bien, mais parce que je vais utiliser certains mots, je vais utiliser un certain phrasé, une certaine dynamique, un certain rythme. La personne va très bien se sentir. Quand j'ai un problème, je sais que je vais aller voir mon conseiller ou ma conseillère ou mon ami. Et c'est fou, parce que aussitôt que je parle avec elle, cette personne, je me sens bien. C'est super. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? C'est-à-dire qu'à travers certains mots, c'est pour ça que c'est vraiment un art. Et je crois que les gens, ils doivent vraiment l'utiliser. Par contre, il y a d'autres personnes, j'ai le même projet, j'ai le même rêve, je vais leur parler. Mais c'est fou. C'est fou parce que aussitôt que j'ai discuté avec eux, 5 minutes après, je me sens mal. Le rêve, le projet, j'ai même plus envie d'y aller. J'ai envie de l'abandonner. Ça ne sert plus à rien. Alors que je viens juste de discuter 5 minutes avec ces personnes. Pourquoi? Parce qu'elle a utilisé pareil certains mots, certaines phrases, un certain phrasé qui fait que ça m'a amené à douter d'une idée à laquelle je croyais en fait. D'où l'importance de vraiment comprendre c'est quoi la communication et comment se protéger de ça. Oui, vas-y Nathalie. Les mots ont quelque chose de vraiment magique, comme le dit Céline Niederhofer, les mots sont magiques. Ils invoquent des mondes. C'est incroyable ce que je te dis, d'accord? Mais on vit avec nous dans notre imaginaire, dans notre histoire, dans notre mémoire, souvent beaucoup dans notre inconscient, avec des portes ouvertes sur des mondes, avec des mondes intérieurs, ok? Et on peut entrer dans ces mondes. Et les mots, les phrases ont ce pouvoir incroyable d'invoquer des mondes complets. Enfin, je ne sais pas si tu me suis sur système de représentation. Moi, j'ai cette... tu vois, par exemple, dans ma manière de formuler les choses, j'ai cette idée en moi que, par exemple, à chaque fois qu'une personne meurt, ce sont des mondes complets qui meurent. Parce que chacun porte en soi, finalement, un peu l'univers dans toutes ces... Ah oui. Oui, complètement. Tu vois. Et sans tomber dans de la mystique, ok? Je te parle vraiment de vécu interne, quoi. J'ai moi et j'ai tout un univers et tout un monde autour de moi et chacun, voilà, de la même manière. Et en fait, les mots ont ce pouvoir et les termes d'invoquer des mondes, un peu comme un magicien, tu vois, dans la culture populaire, invoquerait ou un démon ou des anges ou que sais-je. Les mots invoquent des mondes, donc il faut faire très attention. Ils ont un pouvoir magique. Tu vois, la Bible, il y a ce truc, c'est quoi cette phrase avec le verbe? Vous pouvez nous aider en commentaire, mais le verbe est créateur dans la tradition. Le verbe, le mot, enfin le terme. Et c'est vrai que le verbe est créateur. Ouais, mais bien sûr.
On bien crée sûr. la réalité au fur et à mesure qu'on la vit et un de nos outils les plus puissants à nous en tant qu'humains qui avons cette capacité de parler, c'est effectivement aussi le verbe. Alors, bien sûr, il y a tout le non-verbal, hein, qui est extrêmement important et tu l'as évoqué. Mais voilà, en fait, au-delà du verbe, il y a le fait d'invoquer des mondes par la manière dont on communique. Est-ce que ça te parle, cette manière d'exprimer les choses? Oui, oui, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Effectivement, c'est qu'il y a, on pourrait le dire autrement, il y a une charge émotionnelle en fait. Il y a une charge émotionnelle qui part déjà par le terme en lui-même Mmh. et une autre charge émotionnelle par rapport à notre histoire personnelle qui fait que le fait de penser à, je sais pas, de penser au mariage, pour certains, ça évoque un bonheur extraordinaire, pour d'autres, non. D'où l'importance encore de bien étudier la personne avec qui on est en train de parler, de s'intéresser à elle. Euh, Bien sûr, et la communication, j'ai encore une autre image dans mon esprit quand on parle de communication. J'essaie juste de faire attention, hein, de ne pas aller très Oui. très loin là, parce que comme on vient de dire déjà, ça doit vous faire réfléchir, c'est que la communication, c'est une forme d'hypnose. C'est-à-dire que aujourd'hui, je sais que je m'appelle Didier, Nathalie, elle sait qu'elle s'appelle Nathalie, mais parce que nos parents nous ont appelés comme ça, on n'a pas discuté. Maintenant, si tu m'appelles Alex, je vais m'énerver. Je vais dire non, je m'appelle pas Alex, je m'appelle Didier. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils me ont répété à plusieurs reprises que j'étais Didier. Pareil, c'est pour ça que c'est un très bon outil de transformation personnelle, la communication, parce que ma manière de communiquer renseigne les gens qui sont autour de moi sur qui je suis. Quand je suis en train de communiquer avec les autres, je suis en train de leur partager mes valeurs, je leur partage mes croyances, je Mmh. leur partage mes peurs. Ils sont au courant, aussitôt qu'ils sont attentifs, ils sont au courant de tellement d'informations que souvent je ne me rends même pas compte que je suis en train de leur donner. Ils sont au courant de mon état émotionnel quand je suis en train de m'exprimer, de mes origines, de mon statut social. Mais la communication, c'est une dinguerie en fait, c'est une dinguerie. Ce qui fait que quand tu arrives quelque part, les gens ne te connaissent pas. Rien que par la manière dont tu vas t'adresser à ces personnes, ben, ça va déterminer tout de suite, parce que, comme tout à l'heure tu le disais si bien Nathalie, Mmh. c'est que parce que les gens ne disent rien, qu'ils n'en pensent pas un mot. Ils vont décider tout de suite à quelle catégorie ils te rangent. Ils vont te tester pour valider ce qu'ils pensent dans leur tête. Mais il faut savoir qu'on est constamment évalué par les gens. Et souvent, c'est par ta façon de communiquer, de répondre, d'interagir avec eux que les gens vont se dire, OK, oui, Nathalie, elle me plaît bien, oui, j'aimerais bien faire affaire avec elle, non, je ne voudrais pas faire affaire avec elle, ah ouais, ça peut être une très bonne amie ou pas. Et tout ça, ça se passe par ta communication. À ce moment-là, on ne te pose pas la question de savoir c'est quoi ton compte bancaire, qu'est-ce que tu as sur ton compte, qu'est-ce que tu as fait comme diplôme, qu'est-ce que tu C'est as eu ça. comme diplôme. Ça n'intéresse personne d'où tu viens, est-ce que tu... C'est dans ta communication que tout peut changer. C'est pour ça que je continue à dire, je ne sais pas si tu me diras ce que tu en penses par rapport à ça, je suis convaincu aujourd'hui que la communication, c'est le meilleur outil de transformation personnelle. Parce que quand tu communiques, on peut savoir si tu as confiance en toi ou pas, Mmh. on peut savoir quel est ton potentiel, on peut savoir quelle est l'image que tu as de toi, la façon dont tu t'habilles, la façon dont tu parles, ta gestuelle et tout. On peut le savoir, ça veut dire que tu peux travailler là-dessus. On peut savoir, est-ce que tu es un leader quand tu parles aux gens? Est-ce que tu les respectes? Est-ce que les gens te suivent? Est-ce que tu sais motiver les gens? Est-ce que les gens sont à l'aise dans ta compagnie? Tout ça, on voit ça dans ta communication. Un autre truc qu'on voit aussi dans ta communication, c'est quoi? C'est l'amour que tu as pour toi. Mmh. L'amour que tu as pour toi, c'est quand tu parles de toi aux gens, quand tu te présentes, qu'est-ce que tu dis en fait? Quand on est en train de travailler avec toi, qu'est-ce que tu répètes tout le temps? Et souvent, on ne se rend pas compte que toutes ces informations-là, on les donne quand on est en train de s'exprimer avec les autres. Ouais, et j'ai cette phrase que je pose souvent. Qu'est-ce que ça dit de toi? Qu'est-ce que ça communique sur toi? Pose-toi la question, en fait. Quand on crée un acte dans le but de communiquer, que ce soit une bannière sur LinkedIn, que ce soit une petite phrase,
de présentation, que ce soit un post, interrogez-vous. Qu'est-ce que ça communique sur vous? Je vais donner un exemple qui n'est pas une histoire de mots pour le coup, d'accord? J'ai rencontré il y a très peu de temps une dame qui voulait être clown. Elle voulait être clown et je me suis dit, tiens, c'est intéressant comme projet. Donc, projet professionnel et tout, dans le cadre d'un collectif. Et je suis allée voir son LinkedIn parce que c'est l'un de mes... Et je suis tombée sur une photo en noir et blanc, Didier, de profil. Une bannière clown et une photo en noir et blanc. Avec, comment dire... C'est quoi le concept? C'est quoi l'idée? C'est quoi le projet, en fait? Tes clowns, c'est la gaieté, les couleurs, la joie. Il y avait une discordance entre ce que cette personne disait vouloir faire, c'est-à-dire amener de la joie dans le cœur des gens, et sa photo de profil LinkedIn. Et alors, qu'est-ce qu'elle me dit, ta photo revenons-en à cette question centrale. Qu'est-ce que ça communique sur toi? Qu'est-ce que ça communique sur toi, le fait d'avoir mis une photo comme ça, à peine souriante, en noir et blanc sur LinkedIn? Bah, que tu es quelqu'un de triste, qui, finalement, pour ramener peut-être de la joie en toi ou chez les autres, va essayer d'aller faire le clown. Ça, est-ce que c'est vendeur? Ben, moi, je trouve pas. Donc, cette personne n'a pas sollicité de conseils de ma part, donc je ne lui en ai pas donné, car quand on communique une information à quelqu'un, il faut s'assurer que cette personne le souhaite et qu'elle est apte à le recevoir, d'accord? Donc, je ne suis pas sûre que c'était le cas. Mais elle aurait sollicité un conseil de ma part. Je lui aurais immédiatement dit, warning, interroge-toi sur qu'est-ce que ça dit de toi? Qu'est-ce que ça communique de toi? Tu comprends? Tu mets pas une photo en noir et blanc si tu veux incarner la joie de vivre et le bonheur. Si tu veux faire sourire les gens, tu mets des couleurs, tu mets de la joie. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors tu joues le clown triste et là, tu es sur un registre un peu décalé, mais tu l'assumes, c'était pas le projet. Voilà. Donc, qu'est-ce que ce que vous mettez en avant en guise d'image dit de vous? Et dernier rebond sur le prénom aussi. Oui, on vit une forme d'auto-hypnose identitaire où on s'est auto-hypnotisé pour nous faire croire nous-mêmes que c'était notre prénom et qu'il était collé à nous et que identitairement on était cette personne. Voilà. Ça, alors là, je fais un petit décalage, mais c'est aussi pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure que je trouve hyper intéressant. Est-ce qu'on vit une auto-hypnose par rapport à notre prénom, par exemple, qui fait qu'on se l'est tellement répété que finalement on a intégré comme faisant partie pleinement de notre identité notre prénom? Oui, totalement. Et en même temps, est-ce que notre prénom a eu de l'impact sur notre développement dans la vie? Oui, également. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que ce sujet de communication, c'est un sujet que, en termes de développement personnel, mais c'est d'une puissance qui, parce qu'en communication, les résultats sont là. La relation que j'ai avec mon chéri ou ma chérie, c'est pas un truc que je peux fabriquer là. C'est qu'elle est concrète. C'est est-ce que mon message passe? Est-ce que notre relation elle est épanouie? Est-ce que quand il y a conflit, comment est-ce que je gère le conflit? Parce que ça vient brasser les émotions et la communication. On se rend pas compte. Étant donné que l'une des peurs les plus fortes, les plus violentes et les plus importantes chez l'être humain, c'est la peur d'être rejeté. Et quand il y a cette peur d'être rejeté, c'est pas pour rien qu'il y a certaines personnes il y a beaucoup de non-dits dans les relations avec les autres. Beaucoup de non-dits parce que j'ai pas envie en fait, ceux qui disent qu'ils veulent pas de conflit, mais ça revient à la même chose. C'est que je veux pas être rejeté, je veux pas avoir toutes ces émotions qui sont, mais parce qu'en réalité, je ne sais pas encore bien gérer ma communication, en fait. Parce que je peux dire aux autres ce qui ne va pas d'une façon telle que cette partie émotionnelle-là, je la vis pas aussi atrocement, en fait. De telle sorte que la relation qui se passe soit beaucoup plus fluide. Moi, je sais, par exemple, que quand j'ai un conflit ou quoi que ce soit, si j'ai pas le temps de gérer ça, je vais pas mettre ma tête là-dessus parce que je sais que c'est pas le moment. Je vais pas laisser facilement que les choses me polluent, en fait. C'est-à-dire que, et la plupart des gens, quand ils ont quelque chose, tout de suite,
ils veulent réagir. C'est pas pour rien qu'on dit que, parce que c'est très facile de se laisser aller. Oui, il y a Maza qui dit conflit triangle de Cartman. Oui, Oui, ouais. le fameux triangle. Et surtout de comprendre que euh, prendre du recul, moi je fais souvent très attention avec des concepts, parce que je me rends souvent compte que les concepts sont très très beaux. C'est très très beau, comme on dit, la communication non violente, triangle de Karman, tout ça c'est très très beau. Sauf que dans la mise en application, entre la théorie et la pratique, il y a souvent un grand monde là. Je sais pas pour toi, la Nathalie, il y a un grand monde. Ce qui fait que pour moi, vraiment, vraiment, je vais vous dire ce que moi je pense et ce que moi je partagerai pendant l'événement. La meilleure façon que j'ai compris pour moi de communiquer, c'est en étant en phase avec la personne qui est en face de moi ou le groupe qui est en face de moi. C'est-à-dire, je ne fais aucune interprétation, aucune projection. Je reste focalisé sur qu'est-ce qui se passe entre la personne qui est avec moi. Et quand j'ai un doute, tu poses simplement la question. Est-ce que ça va? Est-ce que ça, tu pourrais qu'on en parle après? Là, on est peut-être. Je pense que ce respect-là fait en sorte qu'avec les gens, c'est beaucoup plus fluide. Bien sûr, il y a des personnes avec qui tu n'as vraiment pas envie de discuter. Tu n'as pas envie d'aller aussi loin. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nathalie. Je pense que prendre des feedbacks régulièrement, c'est super important pour ajuster au fur et à mesure du temps sa communication. Et ça vaut aussi pour les groupes, parce que les groupes ont leur fonctionnement propre. Et ce qui fonctionne en communication en one-on-one, c'est pas toujours pareil avec les groupes. D'accord? Donc oui, les feedbacks permanents. Après, il faut accepter que des fois aussi, la personne avec qui on essaye de communiquer n'est pas en capacité de recevoir ce qu'on aimerait lui transmettre, même si c'est transmis avec une belle intention et avec le cœur. Parfois, quand on veut communiquer, entre guillemets, à tout prix, on essaye de faire le forcing parce qu'on est persuadé que c'est la bonne chose à faire, et parfois même pour l'autre. Et la communication est tuée à partir du moment où on essaye de passer au forcing. Okay. Dès qu'on force, finalement, la communication est rompue. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu essayes de forcer une communication, alors que l'autre n'est pas à même de recevoir ton message, tu fais une action de tentative de prise de pouvoir sur cette personne et sur sa volonté. Et dans cet acte guerrier, finalement, de prise de pouvoir sur la volonté, le psychisme de l'autre, il y a une forme d'agression qui coupe toute véritable communication avec le cœur, puisque tu ne te préoccupes plus finalement de est-ce que la personne en face, elle est vraiment apte ou pas à recevoir ton message. Parce que si elle est inapte à recevoir ton message aussi, et ça vraiment en tant que communicant, il faut l'accepter, qu'on n'est pas tout puissant. Voilà, on n'est pas tout puissant. Il y a aussi parfois chez les grands communicants une espèce de volonté de toute puissance. Avec moi, je suis un grand communicant, je suis capable de faire passer tout. Non, personne n'est tout puissant et personne n'est en capacité de faire en sorte que la personne en face soit toujours apte à recevoir le message, et ce n'est pas grave. Parfois, c'est juste pas le bon moment, il ne faut pas forcer. Je mettrai ce warning-là. Pour une communication impactante, attention à ne pas essayer de forcer les choses, sinon c'est un acte d'agression du psychisme de l'interlocuteur, et c'est pas ce qu'on veut, d'accord? C'est pas ce qu'on veut. Et justement, c'est intéressant parce que moi, je voudrais poser la question différemment. Je voudrais qu'on parle du truc différemment. C'est que ce que tu dis là, c'est tellement vrai. C'est pour ça que moi, je sais que souvent, quand je fais des formations, je dis aux gens, OK, bon, moi, j'ai beaucoup hésité avant de faire des formations sur la communication parce que oui, ça peut être une prise de pouvoir. Bien sûr, ça peut être une prise de pouvoir. Et que souvent, tu vas être face à des gens, on peut parler des pervers narcissiques, on peut parler des gens qui veulent à tout prix te dominer, des gens qui veulent en découdre avec toi. Et que justement, ces outils de communication peuvent être à double tranchant, comme tout, hein, comme n'importe quel outil qu'on utilise. Maintenant, quand toi, tu te places de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que c'est toi la personne qui subit ça, comment tu te défends? Et c'est ça qui est aussi intéressant, parce que on ne peut pas décider. Ouais, mais justement, le souci, c'est que
Tu sais, souvent, c'est un vaste sujet vraiment qu'on est en train d'ouvrir là. Comme je te dis là, je sens on va vite là, mais bon, j'espère que le public, Ne t'inquiète pas, on aura encore 1 million de choses à dire pendant le grand sommet de la motivation, parce qu'une chose est sûre, c'est qu'on ne va pas faire le tour du sujet en un live. Donc, ne t'en fais pas. Mais je pense que ce point-là, il est quand même important. C'est que les personnes qui peuvent te faire au-delà de la prise de pouvoir, parce que la prise de pouvoir, elles peuvent arriver sans que la personne, elle pense vraiment qu'elle est en train de faire une prise de pouvoir. C'est-à-dire que pour elle, franchement, il faut que je te dise quelque chose. Parce que moi, ça me pèse et tout, il faut que je te dise quelque chose. Et de comprendre que souvent, les personnes qui sont plus susceptibles de nous faire du mal, de nous blesser, c'est pas n'importe qui. Quelqu'un qui vient là et qui commence à dire, oh, Didier, tu es un salaud et tout. Ok, je suis un salaud. D'accord, j'ai compris. Bonne journée. Carrément. Ça va pas nous impacter autant que si c'est une personne en qui on a confiance. Et c'est souvent ça le problème. C'est pour ça que je dis que la communication, c'est hyper important, parce que les personnes à qui on a confiance sont souvent malhabiles. C'est même pas forcément qu'ils veulent une prise de pouvoir, c'est qu'ils sont malhabiles. La communication, comme on l'a pas étudié, comme je disais tout à l'heure, ils vomissent sans savoir que souvent les propos, les mots, la façon dont ils vont le dire, l'intonation, tout ça a un impact sur comment je reçois le message. Et souvent, on n'est pas préparé. Et souvent, ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'il y a aussi une manière de gérer ça. Quand je suis face à quelqu'un qui est maladroit, comment moi, je fais en sorte que ça n'impacte pas ma psyché? Et ça, c'est un point aussi qui va être important de souligner pendant le grand sommet de la motivation, parce qu'on est capable de se protéger de cela. Et déjà de savoir que les personnes qui sont susceptibles de nous blesser beaucoup plus, ce sont les personnes à qui on a confiance. Et de savoir que c'est vraiment un honneur de donner nos deux oreilles à quelqu'un. C'est vraiment une grande responsabilité, une grande marque de confiance. Je n'écoute pas n'importe qui. Je ne donne pas ma confiance à n'importe qui. Et savoir que quand quelqu'un nous donne sa confiance, c'est un cadeau extraordinaire que la personne nous fait. Raison pour laquelle on doit se poser la question, est-ce que je vais être digne de ce respect, de cette confiance, pour ne pas dire ou faire n'importe comment? Parce qu'on peut détruire avec notre communication, tout comme on peut construire des très 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 belles choses en tant que leader grâce à notre communication. En tout cas, on va en parler pendant le grand sommet de la motivation le 16 novembre à Paris. Vraiment, venez. Venez, inscrivez-vous. didiergélanor.fr. On a mis en commentaire sur LinkedIn notamment le lien, mais sinon il suffit de le taper. Il n'y a rien de plus beau qu'une communication authentique et respectueuse, j'insiste, de cœur à cœur. On rentre dans de l'intimité, on rentre dans l'intime de la personne qui nous accorde sa confiance et qui peut très rapidement nous la retirer. Il y a de l'intimité, donc il y a de la vulnérabilité dans une communication authentique, réussie, qui n'est pas blessée, abîmée par des actes d'irrespect, de manière générale, voilà. Ou d'agression, comme des tentatives de prise de pouvoir, que ce soit maladroit ou intentionnel. Hein. C'est très difficile de juger de l'intention de la personne qui essaye de forcer quelque chose comme ça. C'est ça. Mais par contre, moi, je recommanderais à n'importe qui, parce qu'on a tous été blessés et tout. Je recommanderais à n'importe qui, même s'il a été blessé et trahi, etc., d'essayer quand même de vivre. Parce que c'est très salvateur et nourrissant et humainement très positif. Trouver des personnes avec qui vivre des moments, je ne dis pas tout le temps, hein, mais des moments de communication authentique, de cœur à cœur, où on accepte de montrer sa vulnérabilité authentique. Alors, il y en a qui vont faire ça chez le psy dans une relation tarifée. Il y en a qui arrivent à le faire entre amis. Mais en tout cas, ça vaut le coup, parce que c'est des grands moments magnifiques et très... des moments de guérison profonde aussi, où tu retrouves un peu confiance dans l'humain et tout ça.
Parce Ouais. que tu as beaucoup de gens très blessés quand même. Oui, énormément, énorme et c'est pour ça qu'ils se surprotègent. Moi, je me Ouais. rappelle une fois, je suis parti au Canada, j'ai vécu la même chose ici, en France, mais celle qui m'a marqué, c'était vraiment celle au Canada. C'est-à-dire qu'on ne se connaissait pas, on s'est rencontrés là, il y a de cela 10 ans de cela, on était à table et tout. Je dînais chez eux pour la première fois, ils avaient fait venir des amis. Et c'est pour ça que je vois que la communication, vraiment, c'est la classe. C'est-à-dire qu'à un certain niveau de la communication, c'est la classe parce que Oui, il y a un savoir-être, en fait, en oui, communication. tout Et à fait. souvent, on ne comprend pas ça. C'est pour ça que ça va au-delà des mots. Les mots sont puissants, mais ça va au-delà des mots. C'est vraiment un savoir-être. Comment je prends soin de l'autre. Mmh. Donc, il y avait ce repas, il y avait des amis qu'elles avaient invités parce que je venais. Je n'étais pas une personnalité euh, connue et tout ça. Et à un moment, on commence à parler et je suis choqué par la qualité de la discussion. J'avais jamais vu ça dans ma vie. D'accord. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il y a une atmosphère qui se crée où les gens ils parlent de leur projet avec une telle profondeur, où je reste comme ça, je me dis, mais je suis où? C'est-à-dire, ça m'a fait carrément C'est oublier ça. la notion du temps, ça m'a fait oublier que j'étais ailleurs, mais parce qu'à partir de ce moment-là, tu sens une sincérité, mais de tout le monde sur la table, où il n'y a pas de... Parce que souvent, tu sais, il y a une notion quand les gens discutent de, euh, tu sais, l'ego. Mmh. Je veux montrer, je veux prouver, j'ai peur d'être blessé et tout. Et là, c'était une vulnérabilité, mais en même temps d'une profondeur, ce qui fait que les gens, ils s'ouvraient sur leur projet. Et j'ai eu la plus belle leçon entrepreneuriale ce jour-là. Et Mmh. le fait de ce que tu dis là, que c'est pas seulement chez le psy, parce que le psy, c'est biaisé, ou chez le coach, parce que c'est biaisé, parce que il y a l'argent. Mais de trouver des personnes avec qui je peux parler de mon projet et que eux aussi, c'est-à-dire qu'on a une telle ouverture où on grandit ensemble avec une sécurité. Ouais. Une sécurité. Parce que c'est ça qui nous manque aujourd'hui dans les relations qu'on a avec les autres. Parce qu'aujourd'hui, je peux ouvrir mon cœur et demain, quand il y a un problème, ce que moi j'ai dit à X ou Y, il le prend et il le sort à un moment de vulnérabilité que j'ai partagé. Moi, c'est ça qui me choque souvent, qui peut me choquer dans les relations avec les gens. Et, Mmh. et, et alors qu'à ce moment-là, j'étais en train de Mmh. comprendre que ces gens-là, ils ont une amitié qui fait que ça n'arrivera jamais. Et je vais m'arrêter là-dessus pour revenir sur ce point-là dont tu as parlé. La communication, ce que nous, on veut pour le 16 novembre à Paris, c'est créer ce moment-là et que chacun d'entre nous, on puisse créer ce monde-là où on va prendre soin des autres. On va Mmh. prendre soin de nous, là. On va prendre soin des autres parce que, oh, pardon, le monde peut devenir fou. On ne fait pas toujours attention à ce qu'on dit, comment est-ce qu'on dit les choses. C'est quoi les outils, que ce soit sur les réseaux, même pour se développer, et que on va remettre l'humain au centre de la communication. De comprendre que tout le monde a des blessures, tout le monde, même ceux qui arrivent avec des talons hauts de 2 mètres, tout le monde a des blessures et qu'il est intéressant de voir au-delà de ça. Et surtout que la communication à un certain niveau, c'est la classe. Je vous disais tout à l'heure qu'avec Nathalie, on s'est rencontrés, on ne se connaissait pas là. On ne se connaissait pas. Moi, j'avais écouté son audio, comment dire ça, son audio sur YouTube au niveau de l'hypnose. J'avais beaucoup apprécié parce que moi, comment est-ce que je fais pour aller vers les gens? Je vais me concentrer sur mon ressenti. Mmh. Comment je me sens avec cette personne? Comment est-ce que ça se passe? Donc, je l'ai contacté pour qu'on commence à travailler ensemble par rapport à l'hypnose. Et on s'est même pas, on s'est eu, je sais pas, une ou deux fois, c'est tout en fait. Ouais. Mais après, c'est la qualité de l'échange. C'est-à-dire que autant Nathalie, il y avait quelque chose, autant la relation qu'on a aujourd'hui, c'est parce qu'elle a vu quelque chose en moi. Mmh. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que dans la relation, c'est pas juste l'histoire d'une personne, c'est un jeu
qu'on a tous les deux qui fait en sorte que c'est construit. C'est très important de comprendre ça, qu'on crée une belle relation. Et c'est la même chose dans les conflits. C'est-à-dire que dans les conflits, c'est pas juste la faute de l'autre là. C'est-à-dire que j'ai dû faire quelque chose. Il y a dû avoir une interprétation, une maladresse, quelque chose qui fait en sorte que l'autre a dû penser que ou croire que a fait que. Comment moi j'ai réagi. Donc, le sujet de la communication, c'est vraiment le sujet de la relation. Bref. Je vais m'arrêter là parce que, en tout cas, le 16 novembre à Paris, on va en parler sur les réseaux sociaux, sur la relation de couple, sur la relation en affaires, comment se vendre. On va parler de transformation, comment transformer sa vie grâce à la communication. Ça va être vraiment une journée géniale. Nathalie, je te laisse la parole. Oui, j'ai envie de tellement réagir à tellement de choses que tu as dit, notamment les espaces de responsabilité. Dans un conflit notamment, tu as évoqué la situation de conflit, je trouve ça incroyable. C'est qui a quelle part de responsabilité, ce sera toujours un peu subjectif. Alors, il y a des gens qui disent c'est toujours 50-50, c'est faux, d'accord? C'est faux. Il y a des gens qui agressent, par exemple. Ils ont des traumas, ils ont tout ce que vous voulez. Des fois, ils agressent. Il y a même des gens qui, parfois, mais c'est rare, mais ça arrive, il y a des gens qui, parfois, ont 100% de la responsabilité. On voit des violeurs, des tueurs, des agresseurs qui sont des prédateurs, qui ont 100% de la responsabilité. Ce sont des cas extrêmes, mais ce sont des cas réels. Mais dans un cas de conflit ou d'agression, se poser la question, quelle est la part de responsabilité de telle partie? Des fois, vous avez 10%, 20%, et qu'est-ce qui, à un moment donné, a pu exister? Ça ne veut pas dire qu'il faut se culpabiliser soi, hein. Attention, je ne veux pas souscrire à ce discours très culpabilisant qu'il faudrait prendre sur soi 100% de la responsabilité de tout ce qui nous arrive dans la vie, d'accord? Il y a des enfants qui vivent des choses atroces dès leur plus jeune âge et tout. Ça n'aurait aucun sens de dire que c'est de leur faute, ok? Ouais. Voilà. Par contre, voilà, toi, tu as eu un début de vie qui n'était pas simple, hein. Qui n'était pas simple du tout. Tu as vécu des grands moments difficiles. Enfin, tu n'as pas du tout fait partie des privilégiés au début de ta vie. D'accord? Tu es même passé par la rue, tu as réussi finalement à grandir et te développer et finalement utiliser cette expérience-là pour toi, pour grandir ce que tout le monde n'est pas en capacité de faire, tout simplement. Et je dis ça vraiment sans culpabilisation. Tu as pu le faire et c'est formidable. Mais tu sais à quel point on n'est pas 100% responsable en vrai de ce qui nous arrive. Il y a des choses intérieures, des choses extérieures. On a des espaces de pouvoir et des espaces de responsabilité, mais ce n'est pas forcément 100%. Cela dit, c'est intéressant, à un moment donné, quand on se sent victime dans une situation, qu'on le soit ou qu'on se sente victime, de s'interroger simplement, est-ce que moi j'ai une part de responsabilité ou pas dans la situation qui est devenue et pourquoi? Essayer d'analyser. Ça ne veut pas dire que c'est votre faute si vous êtes fait violer parce que vous aviez des talons hauts, hein. C'est pas du tout mon propos, d'accord? Que ce que je dis ne soit pas interprété. Simplement interroger les espaces de responsabilité quand il y a du conflit ou de l'agression, dans le cadre d'une communication, c'est toujours très, très intéressant. Tu vois, la réalité de la communication, c'est subtil, c'est complexe, c'est pas il y a les méchants pervers narcissiques et les pauvres victimes. On voit qu'on a affaire à quelque chose qui est subtil et qui doit grandir dans le temps, comme conscience de qu'est-ce que c'est que communiquer efficacement avec impact et bien communiquer. Mais c'est là où ça devient hyper intéressant parce que je crois que là, on arrive à notre point de différenciation, parce que, par exemple, et ça c'est des recherches encore qui le prouvent. Je saurais pas te dire lesquelles là et tout, mais je te partagerai ça. Que tu sais, quand je pense, par exemple, il y a une étude qui a été menée sur le fait comment les pickpockets font pour choisir leurs victimes dans la rue. Et là-dedans, il se trouve que c'est ça la force du non-verbal, que, je le disais tout à l'heure, on envoie tellement de renseignements sur nous par rapport à notre gestuel. Comment est-ce qu'on marche? Comment est-ce qu'on bouge? On envoie tellement d'informations. Et c'est sous-estimé parce qu'on ne l'a pas appris et on ne nous l'apprend pas. C'est pour cette raison qu'à l'armée, par exemple,
la posture, la gestuelle, et même dans la police, tout ça est étudié. Dans les aéroports aujourd'hui, ou bien dans les lieux publics, il y a des centres de surveillance qui peuvent anticiper les agressions par rapport à la façon dont les gens marchent, la façon dont ils discutent, la façon dont ils bougent, pour savoir, oh, lui, c'est un potentiel danger ou pas. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que notre corps, il parle souvent, peut-être même avant nous. C'est la raison pour laquelle, quand on est en train de faire un entretien, ou quand on va faire des ventes, ou quand on va rencontrer des gens, on nous conseille souvent d'avoir une certaine tenue, de se tenir droit, et quand on étudie même les personnes qui réussissent, on va se rendre compte qu'il y a des points communs. Il y a des points communs au niveau de leur gestuelle. Je ne parle pas en général là, mais ici, je suis en train de parler de la posture. Et que cette posture-là, souvent, elle a un impact même sur la façon dont on va réagir. Et tu l'as très bien souligné tout à l'heure. J'ai été dans la rue, mais comment est-ce que je me tenais, la posture que j'avais avant que je n'arrive dans la rue et quand je suis arrivé dans la rue, et aujourd'hui, c'est complètement différent. Les gens que je rencontre qui m'ont connu pendant cette époque sont tellement choqués par la transformation que j'ai opérée, par ce que je fais aujourd'hui, mais parce qu'ils voient déjà la posture, elle est différente. C'est-à-dire que quand quelqu'un choisit de nous agresser, et c'est ça, c'est très intéressant à comprendre, c'est qu'il y a un contexte que nous-mêmes on crée sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle, même dans les arts martiaux, des postures de dissuasion. C'est-à-dire que je vais avoir une posture, et même dans ma voix, quand la personne va me parler, l'intonation que je vais prendre va amener la personne tout de suite à choisir très rapidement le registre de communication qu'elle va avoir avec moi. Et ce sont des choses qui sont tellement subtiles, mais qui ont un impact. D'où l'importance de ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. C'est un jeu de rétroaction. C'est un jeu de rétroaction, et qui est extrêmement puissant. C'est la raison pour laquelle, par exemple, j'ai pas envie de parler de ça, je vais changer de sujet là, mais quand on se fait attaquer par une personne, trouvez ça autrement, on se fait attaquer par une personne, même la façon dont on va réagir peut amener la personne à se calmer. C'est ce que tu disais, c'est que, les mots sont magiques, le non-verbal est puissant, c'est-à-dire que tout ça, mis dans un ordre d'alignement, la personne va se réajuster très rapidement, très rapidement. La grande question, c'est, toujours en communication, qu'est-ce que je veux? C'est la raison pour laquelle je dis qu'en partageant tout ça, ce serait bien de partager aussi aux gens, justement parce que tu sais, il y a des gens qui sont, et moi j'étais comme ça, profondément gentil. Mais je ne sais même pas si je dois dire gentil là, mais j'ai envie de dire faible. C'est-à-dire que moi, j'étais profondément faible. Et c'est ça qui a fait que je commence à m'intéresser à la communication. C'est-à-dire que, avec mon hypersensibilité, tu te rends compte qu'avant, quand on me parlait, on me recadrait, ma maman notamment, j'étais en pleurs. J'étais en pleurs. Et pourquoi j'étais en pleurs? C'est-à-dire, c'était que des mots, j'étais en pleurs. Et même souvent, elle était choquée, elle me dit, mais toi, je t'ai même pas frappé, je t'ai rien fait, mais parce qu'elle ne se rendait pas compte que, et souvent, il y a des mots qui sont plus forts que le fait de frapper quelqu'un. Et surtout, je n'arrivais pas à placer une phrase. J'étais tout le temps face à la contradiction. Oui, mais nanana. Et c'était très rapide, donc j'avais pas le temps et en plus, quand tu parles, bon, c'est pas que j'ai eu une enfance traumatisante là, mais je suis juste en train de dire qu'en termes de communication, je savais pas me poser, prendre ma place. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à la communication, mais ça a littéralement tout changé, Nathalie, littéralement tout changé. Mais avant de faire ça, que ça devienne une habitude, c'est sûr que ce sont des exercices qu'il faut faire. Et justement, on va en parler pendant le grand sommet de la motivation. Mais c'est un je te remercie d'avoir ouvert cette porte. Très, très beau sujet. Mais tu vois, c'est hyper intéressant parce qu'on débat. Je suis sûre que dans le fond, on est tout à fait d'accord en fait. C'est simplement qu'on le prend sous un angle différent. En fait, c'est pas parce qu'on interroge les espaces de responsabilité qu'on n'a pas de pouvoir sur ce qu'on vit. Tu vois ce que je veux dire? Les deux sont vrais en fait. Les deux sont vrais. On a du pouvoir
par sa posture, par sa tenue, la manière dont on parle et tout. Et il y a aussi des espèces de responsabilités à interroger quand il y a un conflit ou quand il y a une agression. Et des fois, les espaces de responsabilité, en plus, se superposent. Tu vois, c'est là où les choses sont complexes et subtiles. Pour autant, on a du pouvoir. On a énormément de pouvoir sur ce qu'on vit. C'est ça. Et très souvent, le problème, c'est qu'on n'a même pas conscience de ça. C'est-à-dire qu'entre le DJ d'avant, le DJ d'aujourd'hui, la Nathalie d'aujourd'hui et la Nathalie petite fille, c'est que tu prends conscience justement de ce pouvoir et tu l'utilises justement pour aller au service de tes rêves, de tes projets et pour faire grandir les autres. Parce que comme tu disais tout à l'heure, très justement, la communication, c'est pas quelque chose d'égoïste. C'est pour ça que, en tant que leader, tu es en train de nous écouter là, viens au grand sommet de la motivation. Venez avec nous. Il y aura en plus Alice Catolino, il y aura Laurine Bemer et plein de gens passionnants. Pardon, je ferme la parenthèse. C'est ça. Non, mais tu as raison, tu peux me continuer. Ouais, non, mais c'est vrai, on l'a même pas dit, mais en fait, on va être plein de gens passionnés par ça, quoi. Ouais, passionnés par la communication, mais surtout par la transformation. Comment est-ce que je fais pour me transformer, et même dans le couple? C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte que, je vais vous dire quelque chose là, c'est que dans notre organisation, ça peut être notre entreprise, ça peut être notre communauté, ça peut être notre famille, ça peut être n'importe où, il faut savoir que il y a un espace qui est vide, il y a un besoin qui est vide et qui a besoin d'être rempli. Et ce besoin-là, c'est peut-être par vous. C'est-à-dire que si j'ai envie d'avoir une vie de famille épanouie, je vous assure, les amis, vous êtes capables de créer cette vie de famille épanouie. Le problème, c'est que souvent le leadership, c'est pour ça que je vous dis que la communication, c'est une histoire de leadership, c'est que le leadership, c'est comment j'arrive à fédérer les gens autour de moi, avec moi autour d'un projet. Comment j'arrive? Souvent, moi, depuis tout petit, moi, je me pose cette question. Comment une personne comme Martin Luther King arrive à fédérer des gens qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu autour d'une vision? Souvent, on pense à Martin Luther King, mais ça peut être toi, vous qui êtes en train de nous écouter. Et comment fédérer les gens, même dans votre entreprise? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est pas grave. Ça ne demande pas que vous soyez le manager, le dirigeant ou la dirigeante. Non, rien qu'avec votre place là que vous avez aujourd'hui, c'est votre influence qui va tout changer en fait. Mais cette influence-là, il faut savoir comment la mettre en place. Dans la famille, notre enfant, ça ne se passe pas très bien. Comment l'amener à changer? Et on va se rendre compte que souvent, la communication qu'on nous a apprise à l'école, là, émetteur-récepteur, ça ne se passe pas comme ça. Qu'est-ce qui fait en sorte que notre enfant, notre collègue, notre mari, notre chéri, notre manager ne nous écoute plus? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être parce que l'approche que j'ai, elle n'est pas la meilleure et qu'il va peut-être falloir changer ça. En tout cas, il y a un besoin que tu es capable, vous êtes capable de remplir, mais pour ça, il faut les bons outils en communication. Et l'erreur que je dis que la plupart des gens font souvent, c'est de sous-estimer leur influence. Et notre influence, elle est énorme, elle est énorme, elle est énorme. Mais souvent, on a peur de prendre notre place, peur des critiques, peur d'être rejeté. Mais l'influence, elle est énorme, je vous assure, je vous assure. Et oui, on est là pour vous aider à augmenter votre niveau de conscience sur tout ça. Que vous ayez conscience de tout ce qui joue. La posture, les vêtements, le cadre. Tu vois, on est chez moi, mais j'ai quand même travaillé un peu mon cadre. C'est ça, le cadre. Je parle de là, maintenant, tout de suite. Tu vois, oui, tu as un bon micro, moi aussi, voilà, qu'est-ce que ça dit de nous? En fait, quand vous les communiquez, demandez-vous qu'est-ce que ça dit de vous. Et c'est vrai que souvent, dans nos sociétés, et ce que tu dis est tellement vrai, on a remplacé finalement le leadership, c'est-à-dire la capacité à prendre la direction, le leadership, strictement, c'est ça. C'est la capacité à prendre le lead. Imaginons, ça c'est le bâton de pouvoir. Bon, c'est un stabilo, mais c'est pas grave. Je prends le bâton de pouvoir et je dis, ok, c'est moi qui vais montrer la direction, je prends le lead, suivez-moi, on y va tous ensemble et puis on va réussir. Ça, c'est le leadership, d'accord? Et ce n'est pas de la domination. C'est ça, très important. Merci Nathalie, très important à souligner. Je t'en prie, continue. Ouais, ce n'est pas de la domination. Or, aujourd'hui,
on voit dans nos sociétés énormément de domination, le parent sur l'enfant, avec plus ou moins de violence, d'accord? Qu'elle soit institutionnelle, structurelle, soi-disant éducative. Imaginez comme si la violence pouvait être éducative. Bref, on voit que finalement, on remplace de la communication véritable et du leadership par de la prise de pouvoir. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment faire autrement. En fait, en dessous, il y a souvent, voilà, parfois il y a de la malveillance, hein, voilà, mais il y a souvent aussi beaucoup d'incompétence. Est-ce que tu valides ça, Didier? Ah oui, mais complètement, complètement. C'est très important de souligner ça. Déjà, il y a Ila qui a pris son billet et qui dit qu'elle sera là. Super, super Ila. On va passer un très, très bon moment ensemble. Pour revenir à ce que tu disais, oui, effectivement, c'est que les gens ne réalisent pas à quel point le leadership, mais c'est très important en fait, mais que ce n'est pas une prise de pouvoir sur les autres. Non, 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 c'est complètement ça, parce que c'est complètement pas ça. Parce que tu vas te foirer. Les gens, et c'est ça qu'on comprend aujourd'hui, la vie, elle a tellement changé. Avant, il y a dans les années 20, 30, 50, peut-être même encore 60, peut-être 70 encore, max, oui, il y avait cette comment dire, autoritarisme, oui. Oui. Voilà, le poste suffisait, l'autorité suffisait. Oui, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais le monde a tellement basculé parce que ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est avoir la coopération des autres. C'est-à-dire que les autres acceptent d'être dirigés par vous. Et ça veut dire que les autres doivent reconnaître en vous les qualités de leader. Oui. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, tu ne peux plus te dire que tu vas te cacher et tu as espoir que les gens vont se rendre compte que vont se rendre compte que tu es la personne qu'il faut. Non, c'est la raison pour laquelle la visibilité aujourd'hui, elle est tellement importante. Nathalie et moi, on est en train de vous parler aujourd'hui, mais parce qu'on a accepté d'être visible. Attention, c'est pas quelque chose avec lequel on était à l'aise au départ. Enfin, pour ma part, là, je sais pas pour Nathalie. Pas du tout. Voilà, on n'est pas à l'aise au départ parce qu'on n'a pas grandi avec ça. Les enfants d'aujourd'hui, c'est sûr que je fais une petite parenthèse et je te rends le bâton de pouvoir après. Tu sais, il y a un truc à jouer et je m'en rends pas forcément compte. Alors, quand j'étais en primaire, j'étais plutôt bonne élève et je montais régulièrement sur le podium parce que j'étais dans les 3 premiers de la classe pour recevoir mon cadeau. Et en primaire, au collège, comme je m'ennuyais pas mal sur les temps morts, en fait, j'ai fait de la chorale pendant quelque chose comme 4 ans. Et je chantais, et à un moment donné, j'étais soliste, et ça m'a fait sourire au début de notre échange, parce que notamment, je faisais du gospel. Parce qu'en fait, je suis dans des timbres un peu bas. Et en fait, je chantais devant les parents, et ça, 4 années de suite. Et je crois que si j'ai pas peur d'être sur scène, ce moment-là de préparation sans que j'en sois consciente, a beaucoup joué, en fait, dans ma vie. Tu vois, rétrospectivement, on met des rétroviseurs et on essaie de comprendre pourquoi on n'a pas peur, en fait, dans certaines situations. Et je crois que le fait d'avoir chanté dans des grandes salles avec des parents, et c'est vrai que les parents, c'est central à cet âge-là. Enfin, tu vois, tu les aimes, enfin, qu'ils soient bien traitants ou pas, qu'ils soient machin. En général, à ces âges-là, le regard de tes parents, c'est ce qu'il y a de plus important pour toi au monde. Et le fait d'avoir chanté dans des chorales et en tant que soliste à ce moment-là, a certainement débloqué un peu en moi la peur de parler en public et de me montrer comme ça sur, tu vois, sur Internet et tout. Et voilà, et ça joue. Donc, se confronter, s'entraîner, si possible de manière précoce, mais pas forcément, et ben, c'est vrai que c'est quelque chose qui aide à débloquer et on surmonte ses peurs. Voilà, c'est pas une fatalité. Là, j'ai pas du tout peur. Je m'adresse à Didier. Alors, OK, l'environnement, il est quand même contrôlé par nous, évidemment, mais il n'y a pas de crainte majeure de s'exprimer et tout ça. Parce qu'à un moment donné, toi, tu as fait le grand saut, moi aussi, et on a accepté d'oser s'exprimer publiquement avec toutes les conséquences que ça peut avoir.
c'est ça, avec toutes les conséquences. C'est pour ça que, déjà, bravo, c'est pas que tu as fait du gospel. Ça veut dire que, bon, il faut que je note ça quelque part, ce sera l'occasion de Tu ne t'entendre. me fais pas chanter au grand sommet de la motivation. Les amis, on va avoir un extrait, je te promets que si. Ah, tu sais que ça remonte vachement, je ne sais pas si je chante encore juste et tout. Même si c'est une petite, même si c'est un petit chant, ça va. Moi, je suis prêt. Si tu veux Allez, un choriste, je vais être à côté. ce sera des vieux souvenirs de. Ok. Vraiment de plus, les amis, pour venir. Mais je ne le savais pas, c'est génial, c'est génial. Et ouais, ce que ça m'a inspiré, ce que tu viens de dire, c'est que oui, il faut se confronter en fait. Et quand je dis, mais on se rend pas compte, on ne se rend pas compte de tout ce qui peut être libéré en soi quand on décide de communiquer. Parce que par exemple, la peur du rejet, la peur de la critique, mais c'est plus un sujet en fait. Ce n'est plus un sujet. Dès le moment où tu commences à accepter de communiquer parce que tu as quelque chose à dire et de se rendre compte que la décision que Nathalie a eu à prendre, que moi j'ai eu à prendre ou que même certains parmi vous ont eu à prendre, mais regardez ce que ça a ouvert comme champ de possible. Et encore, c'est-à-dire que votre capacité à communiquer aujourd'hui, peut-être qu'elle n'est même pas encore extraordinaire sur une échelle de 1 à 10, 10 étant exceptionnel. Peut-être qu'aujourd'hui, elle est seulement peut-être à 2. Imaginez, imaginez ce que ça peut être d'ici 1 an, 2 ans. Moi, je me suis lancé sur les réseaux là de façon intensive. Là, ça fait à peu près 1 mois, 3 semaines et sur TikTok. Et c'est fou parce que je suis aujourd'hui avec 1 mois, 3 semaines à plus de 70 000, merci, plus de 70 000 abonnés. Mais c'est vrai, mais tu as arrêté à 50 000, moi, mais tu as pris 20 000 en combien de temps là? Là, c'est en 2 semaines, en 2 semaines à peu près. 20 000 en 2, c'est incroyable. Ouais, mais justement, c'est fou. Et c'est ça que je veux dire, que la communication, on ne se rend pas compte. Le fait de se libérer et de travailler sur soi, aujourd'hui, les amis que tu peux avoir, les relations que tu peux avoir, ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que tu vas aller taper dans un réseau que tu n'imagines même pas. Mais ça, c'est grâce à quoi? Grâce à ta communication. L'impact que tu vas avoir sur les gens, c'est même plus toi qui contrôle ça. Tu arrives quelque part, tu fais une intervention, quel que soit le pays, quel que soit l'endroit, les amitiés que tu crées, les opportunités qui s'offrent à toi, et même les clients, les relations que tu as, ça devient fluide. Tu deviens une opportunité parce que toutes les idées que tu as, de tous les projets que tu as, toutes les bonnes intentions que tu as, le savoir-être que tu as, mais ça dégouline de toi partout là où tu es en fait. Et il faut savoir qu'en communication, parce que là on commence déjà à aller dans le charisme, qui moi je trouve que c'est encore un autre niveau de communication, mais ça peut pas arrêter, tu peux pas arrêter ça en fait. Tu ne peux pas arrêter. Bien sûr, certains vont te détester pour ça, ce qui est te jalouser, pas forcément te détester toi, en fait. C'est pas personnel en général. Ouais, mais il faut savoir que oui, il y en a qui vont te détester. Il y en a qui vont te jalouser aussi. Parce que ce que je veux juste dire, c'est que quand tu décides de prendre ta place et de communiquer, et même avec éthique, même avec bienveillance, briller, parce que c'est ça dont on est en train de parler en réalité dans la communication. C'est que quand tu parles, tu dégages une vibration, tu dégages une aura, tu dégages une présence qui rayonne et qui va aller frapper les gens de plein fouet et qui ne s'attendent pas à ça, à ce que tout de suite, parce que tu peux arriver quelque part, on ne te connaît pas, tu viens à peine d'arriver, mais tu dégages quelque chose, que ce soit par ta beauté, par ta présence, par ton éloquence, par ta façon d'être. Les gens vont être, parce qu'il faut qu'on le dise là, sous ton charme. C'est la raison pour laquelle il faut comprendre que la communication, c'est pas juste des mots. Il y a le charisme, bien sûr, ça vient de charme, c'est que tu crées une atmosphère autour de toi. Donc, quand tu as une intention positive, et on le dit avec Nathalie depuis le début, quand tu as une intention positive pour les gens, mais c'est génial, parce que les gens se sentent bien à côté de toi, ils se sentent valorisés, ils se sentent écoutés, et les gens, ils peuvent te suivre partout. La seule condition que nous avons, Nathalie et moi, et c'est ça qu'on te dit aujourd'hui, donc quand tu mets au grand sommet la motivation, c'est que tout ce qu'on va te partager, s'il te plaît, c'est de le mettre au service du bien-être, de ton bien-être et du bien-être des autres, et du bien-être des autres, de prendre soin. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il y a certains qui
apprennent des choses, des techniques, des stratégies, mais pour prendre, pour dominer, pour écraser, pour abaisser les autres. Et on vous disait tout à l'heure que quand tu évolues dans un haut niveau de communication, tu te rends compte que tu as de la valeur et que les autres ont de la valeur. Et que peut-être que ta responsabilité dans ta famille, en tant que leader, dans ton entreprise ou dans les gens qui sont autour de toi, ça va être d'amener les gens à se rendre compte qu'ils ont de la valeur. Peut-être que oui, Nathalie le disait tout à l'heure, ils vont peut-être pas l'accepter parce qu'ils sont pas prêts, mais ton objectif, ça sera justement d'élever les gens. Et il n'y a pas un truc plus formidable, même si tu veux gagner de l'argent, même si tu veux gagner n'importe quoi, de faire grandir les autres. C'est la meilleure façon même si tu veux devenir riche, là, tu veux devenir une légende dans ta famille, peu importe, là, c'est de faire grandir les autres. Et c'est faux parce que forcément, tu grandis en même temps. En tout cas, retrouve nos grands sommets de la motivation. Ouais. Mettez des réactions, mettez des likes, applaudissez. Je vois qu'il y a encore du monde sur les différents réseaux. L'intention qu'on y met et aussi le respect. Souvent, j'entends ce vieux débat, qu'est-ce qui fait la différence entre finalement la manipulation, avec des gens qui disent on manipule tout le temps, et la communication efficace. On entend toujours cette idée selon laquelle c'est l'intention, mais moi je rajouterais aussi la notion de respect. Respect de l'intégrité de l'autre, respect de sa volonté, de son psychisme. Tu vois, quand j'étais à l'université, moi j'ai fait une fac, avant de faire des RH, j'ai fait une fac de philo, parce que j'adorais la philosophie, j'adore toujours la philosophie, même si j'ai moins de temps à y consacrer. Et on avait ce discours parmi les étudiants en philo, on disait le respect, c'est une notion bateau, on met ce qu'on veut, et puis tu sais, on faisait cette caricature-là, un peu entre guillemets de racaille, on disait « Oh, respecte-moi », ça veut dire quoi en fait, respecte-moi. Tu vois ce que je veux dire? Eh bien, les années passant, aujourd'hui j'ai plus de 40 ans, figure-toi que j'ai révisé vraiment profondément mon jugement là-dessus. Et pour moi, le respect n'est plus du tout une chose qui est méprisable, médiocre ou une notion floue. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus précis. Respect de l'intégrité physique des gens, respect de l'intégrité psychique des gens, respect de leur volonté. Tu vois, et ben, dans la différence entre la communication et la motivation, au-delà même de l'intention, il y a aussi le respect de manière générale de tout ça. Des espaces de responsabilité des gens aussi. Quand tu mords sur l'espace de responsabilité de quelqu'un d'autre et que tu effectues un mouvement de prise de pouvoir, tu n'es plus dans le respect non plus de cette personne. Tu vois, le respect est super important. Voilà, demandez-vous toujours si vous êtes respectueux. Ouais, et de comprendre que si moi je commence à demander le respect, c'est que, comme on dit, c'est la communication. On ne fait que le dire, les amis. C'est une danse. C'est une danse. Si l'autre, à un moment donné, ne me respecte pas, c'est important. Mettez des réactions. Pardon, tu as dit? Je disais, mettez des réactions, des cœurs, des likes, Ouais. Venez notre live. Ouais, c'est que si les autres, à un moment donné, ne nous respectent plus ou ne nous respectent pas, c'est souvent important de se poser la question. Parce que, comme je dis, la communication, il n'y a pas quelque chose de plus concret que la communication. Parce que les résultats, on les a tout de suite devant nous. Quand on communique avec les gens, que ce soit en entreprise, que ce soit en affaires en tant qu'entrepreneur, que ce soit dans la vie avec notre couple, notre conjoint, c'est tellement concret la communication et que notre habilité, et tu le disais très bien, si je respecte les autres, c'est parce que je me rends compte que les autres ont de la valeur. La blessure que je ressens, de comprendre que je suis pas le seul être humain avec qui je suis en train de communiquer là. Je communique avec quelqu'un qui est aussi un être humain. Mais que souvent, et ça c'est souvent un problème en communication, on croit que notre douleur, notre sensibilité est plus importante que l'autre. Ou encore, on croit que notre sensibilité, la sensibilité de l'autre est plus forte que la nôtre. C'est-à-dire souvent, moi j'assiste souvent à des échanges où la personne elle me dit « mais arrête, qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai fait quoi? Je n'ai rien fait de grave. Ouais, je t'ai juste dit enfoiré, mais c'est pour ça que tu me prends la tête. » C'est-à-dire, les gens ne se rendent pas compte que tu peux pas mesurer la sensibilité de l'autre. Tu peux pas déterminer que
le simple fait de lui avoir dit enfoiré, ça ne devrait rien lui faire. Tu sais pas, en fait. Et je crois que souvent, on croit que, et ça, c'est l'école qui nous a appris ça, parce que comme le professeur enseigne, il envoie à tout le monde la même info, on croit que depuis qu'on est petit, on est tous pareils. Mais, j'en fais même tomber. Pas tout casser. Et en fait, oui, mais parce que ça m'énerve. Je vois ça. Tu communiques ton agacement. C'est ça. Mais en fait, on est tellement différents et on ne se rend pas compte qu'il y a tellement de gens, de personnes sensibles dans notre société. Tellement de personnes sensibles qui font beaucoup d'efforts pour ne pas le montrer, beaucoup d'efforts pour ne pas paraître faible, entre parenthèses, alors que c'est une très grande force. D'où l'importance qu'on prenne soin des uns et des autres. Et de se rendre compte que quand je sors de l'ego, qui est je dois absolument avoir raison, quand je sors de là et que je vais sur un plan qui est beaucoup plus porteur pour nous, c'est qu'est-ce que l'autre, c'est quoi le besoin de l'autre? Qu'est-ce qu'il veut me dire? C'est quoi dans cette compréhension de l'autre? Et je crois que c'est vraiment ça le secret. Si j'arrive à comprendre c'est quoi son besoin là et qu'il me l'exprime, ben je pense qu'on a une très très belle avancée. Mais très souvent on reste dans c'est une bataille pardon de coq et que en fait qu'on prenne soin des uns et des autres. Mais d'abord qu'on apprenne à prendre soin de nous, d'où l'important de se fortifier, d'être solide parce qu'on va avoir des attaques. On est dans un monde là, c'est possible. Il y a des gens qui vont nous tester, mais comment je réagis avec ça? Et il faut se préparer à ça. Il faut se préparer au fait qu'on ne va pas être d'accord avec moi. Et tout ça, ce sont des cas de figure. C'est comme un jeu en fait. C'est un cas de figure. Ce sont des cas de figure auxquels je dois me préparer et je dois comprendre que les gens ne vont pas être d'accord avec moi. Mais s'ils ne sont pas d'accord avec moi, ce n'est pas la fin du monde là. Ouais, je sais. Justement, je voulais réagir à ça, Didier. Mettez des réactions, tout le monde, soutenez le live. Est-ce que tu sais pourquoi les gens ils réagissent comme ça avec l'ego? Ils sont parfois prêts à tout ravager, même leur vie et leurs relations, pour se prouver à la fin de l'histoire qu'ils avaient bien raison de penser ce qu'ils pensaient. Est-ce que tu sais pourquoi, Didier? Est-ce que je peux répondre à cette question? C'est parce que oui, leur ego, en fait, ils protègent l'intégrité de leur ego. D'accord. Ils protègent l'intégrité de leur ego. Et leur ego, c'est quoi? C'est leur sentiment d'identité. Donc, il y a quelque chose de très, très important en termes de noyau. Et il y a aussi leur système de croyance. Ils protègent l'intégrité de leur système de croyance. Parce que si leur identité et leur système de croyance sont attaqués, ben, ils se sentent en fait identitairement en danger. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est vrai qu'il faut être capable d'assumer et de vivre une certaine vulnérabilité pour finalement remettre en question et son identité et son système de croyance et se dire « Ah là, je m'étais peut-être trompée ». Mais il y a quelque chose, une racine très très profonde qui est identitaire, qui est existentielle dans le noyau de l'ego. L'ego, s'il est présent chez nous chaque jour, c'est pas pour rien. Il a une vraie fonction. Effectivement, ça préserve une forme d'intégrité, d'accord, entre notre mémoire, qui on est, ce qu'on pense être, notre prénom, etc. Et donc, il y a une protection de soi. Et c'est vrai qu'il faut, pour être en capacité d'accepter que finalement on s'était trompé sur certains points, accepter un certain niveau de vulnérabilité pour faire tomber un peu les barrières. Et je suis vraiment d'accord avec tous ceux qui affirment que la vulnérabilité et être capable de se montrer vulnérable est en fait une force. Il y a une coach que tu accompagnes, toi, j'ai oublié son nom, vraiment je m'en excuse, qui est une coach vulnérable, qui est une femme qui vraiment défend en fait cette idée que c'est une force que d'être en capacité de se montrer vulnérable. Et tu vois, là, elle touche quelque chose qui est en lien avec notre conversation et avec l'ego dont on parle. Les gens se défendent avec l'ego parce qu'en fait, ils se sentent vraiment profondément à l'intérieur mis en danger, mis en risque si leur ego est un peu bousculé. Donc voilà, c'est un mécanisme en fait de protection de soi, parce que imagine, ça veut dire quoi si mon système de croyance dans les choses qui en font le fondement, et ben il y a des choses qui sont fausses. Qu'est-ce que ça veut dire sur les actions que j'ai mises en œuvre, sur comment je me suis développée et tout ce que ça remet en question finalement chez moi, quoi, tu vois. Et c'est là qu'à un moment donné,
c'est pas facile parce qu'en termes de vécu intérieur, tu vois, oui, ça veut dire qu'il va falloir que j'enlève des bouts de mes croyances et de ce que je pensais être mon identité pour finalement reconstruire quelque chose de nouveau dessus. Et ça implique effectivement d'être en capacité de vivre certains niveaux de vulnérabilité. Ouais. Ouais, mais c'est ça que je dis que Nathalie, toi, tu veux vraiment qu'on aille très très loin là. Eh ben, moi, j'ai vraiment, c'est vrai que c'est des espaces que j'ai beaucoup visités. Alors, c'est bien. Non, ouais, mais ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je m'attendais pas, en fait. J'aime beaucoup ce qu'on est en train de faire là, parce que je m'attendais pas à ce qu'on aille aussi loin. Il y a encore beaucoup d'autres choses qu'on va voir pendant le Grand Sommet de la Motivation le ouais, 7 novembre. ouais. Prenez vos places. Mais c'est vrai, parce que ce que les gens ne savent pas souvent, c'est que on s'est construit à partir de plusieurs croyances. C'est-à-dire qu'on a créé, comme tu dis, notre qui on est à partir de ces croyances. Et souvent, notre inconscient, il sait quand on est en train d'heurter cela. Surtout que on ne se rend pas souvent compte, mais on n'est pas souvent très mature au niveau de notre identité. On n'est pas souvent très mature. C'est un peu comme en politique. C'est-à-dire qu'en politique, souvent, les gens ne discutent plus pour savoir quel est le bon fondé, quelle est la meilleure voie, et on le voit beaucoup dans les débats, Ouais. où ça devient une discussion mais d'ego, c'est-à-dire que j'ai raison, vous avez fait ça, vous avez fait ça, nous on a fait ça, nous, c'est-à-dire qu'on ne cherche plus une solution et c'est ça qui est dommage en fait, parce que normalement ça doit être ça le but, c'est-à-dire que on discute pour comprendre, pour construire quelque chose de mieux au-delà de ce qu'on a trouvé, parce qu'on dit souvent que lorsque deux personnes brillantes ou pas discutent, normalement il doit en ressortir, quand c'est deux personnes qui sont assez équilibrées, il doit en ressortir une belle construction en fait, par rapport à l'avenir ou par rapport au passé ou par rapport à la situation. Mais parce que les deux personnes s'asseyent, elles sont d'accord que si on discute, ben c'est parce qu'il y a un problème. C'est pas que tu as raison ou tu as tort, c'est que le simple fait qu'il y ait la discussion stigmatise le fait qu'on parle de ça parce que justement il y a un problème là-dessus. L'idée c'est de trouver quelle est la meilleure. Mais souvent, personne ne veut, enfin souvent très très peu, ne veulent ouvrir le débat, mais parce qu'il y a une croyance idéologique. Et cette croyance idéologique, je suis né dans une famille où de toute la lignée, on a toujours été là, ou bien moi, c'est ce que je crois aujourd'hui, j'aime mes intérêts là-dedans. Donc si moi, je finis par admettre que ben, c'est vrai quand même ce que tu peux dire là, ça peut être juste, c'est faux quand même pour ces personnes. Et c'est là où nous, le peuple, en fait, j'ai pas vraiment envie d'entrer là-dedans là, mais bon, ok, en politique, bon, allons-y. Parce que j'ai eu La politique, c'est particulier quand même. ouais, Hein. C'est beaucoup un divertissement aussi, mais bon, fin de la parenthèse. mais juste pour dire que effectivement, le fait de remettre en question ce que je peux dire, mes croyances, ben, ça vient jouer sur mon identité. Ça vient jouer sur mon identité. Et souvent, c'est pour ça que je dis que quand on évolue vraiment très bien en communication, on sait que je suis en perpétuelle découverte et de moi-même et des autres. Et ça revient à ce dont on parlait tout à l'heure, que est-ce que souvent les autres sont prêts ou prêtes? Quand je sens que l'autre, il n'est pas, c'est pas qu'il ne me croit pas ou qu'il ne veut pas me croire, c'est que je comprends qu'il y a quelque chose qui se joue par rapport au sujet dont on est en train de parler. Et je vais pas forcément y aller parce que, vous savez, une information, attention les amis là, une information, ça peut être comme une bombe. C'est-à-dire que une bombe à retardement. L'information, elle va entrer dans le mental de la personne et tu ne sais pas à quel moment ça va péter. C'est-à-dire, je lâche une info et souvent les gens, comme Nathalie le disait très bien, c'est une protection. La personne, elle sait où tu veux en venir et elle ne veut surtout pas casser ces repères-là parce qu'il y a une protection de mais ok, je vais entendre ça, mais après, qu'est-ce que je deviens si ça change tout? Qu'est-ce qui se passe? Et tout comme l'information, quand ça entre dans l'esprit, ça peut aussi être une très belle graine qui va faire nourrir de très très belles choses. D'où notre responsabilité est de savoir qu'est-ce que je vais planter dans l'esprit des gens. Est-ce que je vais y mettre des bombes à retardement, comme il y a certains qui peuvent le faire souvent par maladresse, mais c'est sûr que si je décide de planter dans la graine, dans la tête des gens, de belles graines,
je pense que c'est une c'est une très très belle mission pour faire grandir les gens et surtout de se poser la question, est-ce que souvent les gens ils sont prêts? Ils sont prêts ou ouais, est-ce qu'ils sont prêts? Et souvent, tu as même pas besoin de beaucoup discuter. En tout cas, les amis, le sujet dont on parle là, c'est un sujet qui est tellement passionnant. Je sais pas si vous le ressentez. Tellement important. Venez au grand sommet de la motivation, on va en Le parler concept de tous motivation. ensemble. Est-ce que le terreau est prêt à recevoir la graine? Question. Sinon, c'est pas la peine de faire le forcing, la graine ne va pas pousser, d'accord? Il faut que le terreau soit prêt à l'accueillir. Et ça, faut, nous, en tant que communicants, avoir l'humilité de se dire que peut-être la personne n'est pas prête à recevoir l'information, pas maintenant, ou alors autrement, à un autre niveau ou d'une autre manière, pour, pour communiquer. J'ai une phrase, si tu veux, que j'utilise beaucoup et que je trouve tellement vraie. C'est que rien n'est plus dangereux qu'une idée dangereuse. Mmh. Mmh. Et vraiment, j'en ai la conviction, rien n'est plus dangereux qu'une idée dangereuse. Et on le voit chaque jour aujourd'hui dans l'actualité dramatique qu'on a tous les jours. Alors, bien sûr, il y a des très belles choses dans l'actualité, mais il y a aussi énormément de drames. Et on voit qu'à l'origine, souvent, de ces drames, il y a des idées qui sont très dangereuses, qui ont été plantées dans des esprits. Effectivement, c'est la métaphore que tu as utilisée. Et ça fait tellement de dégâts dans le monde réel. On dit que nos idées, nos pensées, nos mots créent la réalité de cette manière-là. Oui, de fait, oui, vous voyez. Donc voilà, attention, la communication est un super pouvoir à utiliser avec moult précautions, belles intentions et respect, toujours respect d'autrui. Ouais, Qu'est-ce tout que à tu fait. penses de cette phrase? Rien n'est plus dangereux qu'une idée dangereuse. Moi, j'ai Ah jamais oui, trouvé de meilleure manière de l'exprimer. ah oui, bien sûr, mais surtout que aujourd'hui, comme on connaît le fonctionnement du cerveau, euh, on sait bien que c'est pas pour rien que on dit souvent que quand tu veux prendre le pouvoir d'un peuple, il y a 3 domaines qu'il faudrait lesquels il faut mettre la main, c'est la religion, Mm. les médias Mm. et l'éducation. Quand tu maîtrises ces 3 points, ces 3 leviers dans un domaine, ben, tu construis le peuple. Ce qu'il va, c'est-à-dire que ce qu'ils vont devenir demain, le genre d'hommes ou de femmes qui vont devenir demain, Mm. ça va dépendre de toi en fait. Ouais. Tu Parce que modèles. Oui, oui, oui. c'est ça, Tu modèles. c'est ça. Tu Les modèles la autres. façon de penser, la façon de réfléchir et tout. Mm. Et ça peut être très très bien. Si tu as des très bonnes intentions pour ton pays, pour ton peuple, et ça peut aussi être très dangereux si et on le sait, on l'a vu dans l'histoire. Donc, nous, à notre échelle, c'est ce qu'on était en train de dire tout à l'heure, c'est que nous, ce qu'on veut vous donner au grand sommet de la motivation, c'est d'apprendre à vous protéger Mm. de certaines attaques qui peuvent être intentionnelles ou pas. Nathalie l'a dit tout à l'heure. En même temps, on aimerait vous aider à apprendre à communiquer efficacement afin de pouvoir prendre votre place, de pouvoir mieux gérer votre vie de couple, votre activité professionnelle, si vous êtes entrepreneur, et même comment vous gérez vous, comment vous parlez pour réaliser des choses qui vous semblent, par exemple, impossibles. Et d'un autre côté, mais comment est-ce que je fais pour fédérer les gens autour de moi? Comment je fais pour fédérer les gens autour de moi? Comment je fais pour me protéger également? En tout cas, le 16 novembre, ça va être très très bien parce que, comme on vous a dit, la communication, c'est un très bon sujet parce que vous apprenez surtout à vous transformer en fait. Vous avez vu comment je suis en train de m'exprimer, par exemple, et Nathalie, on n'a pas envie de vous épater là. À aucun moment on utilise des mots compliqués ou on va aller chercher un dictionnaire et tout. Parce qu'en communication, en réalité, tu n'as pas besoin en fait. Tu n'en as pas besoin. Au Et, contraire, ouais, vouloir se montrer supérieur, vouloir se mettre en posture haute est aussi une manière finalement de se couper de la communication d'humain à humain, de cœur à cœur. Enfin, le but n'est pas de prendre le pouvoir sur la personne, mais plus de réussir finalement à se mettre sur le même canal de communication. Qu'est-ce que tu en penses? ouais, mais c'est ça, c'est ça. Mais c'est surtout, on se rappelle de l'histoire que tu as racontée, c'est
avec le professeur, est-ce que ce qui compte, c'est plus ce que je dis ou bien c'est ce que l'autre entend? C'est-à-dire que si je suis dans un souci que c'est ce que l'autre entend, ben, je dois m'arranger à ce que le message soit le plus clair possible, en fait. D'où l'importance de travailler sur sa communication. Mais si j'utilise des mots qu'il ne comprend pas, à part si c'est à dessein, ok? Mais si j'utilise des mots qu'il ne comprend pas, ben, je suis en train de perdre et mon temps et son temps, en fait. Et c'est dommage. Alors que ce qu'on voudrait, c'est être impactant. C'est la raison pour laquelle la simplicité, et aujourd'hui en politique, on l'a énormément compris, plus je suis simple, mieux c'est. Même si malgré les études que j'ai eu à faire, je ne vais pas faire montre de toutes mes connaissances là. Et c'est pareil, les exemples que je vais prendre des exemples qui parlent à la personne qui est en train de m'écouter. Si je lui parle de la Chine alors qu'il n'est jamais parti en Chine, je lui dis, ok, tu sais, c'est comme en Chine, tu sais, à Shanghai, voici ce qu'on fait et tout. Ok, il a une représentation, mais il ne comprend pas vraiment ce que tu es en train de dire. Il va peut-être te dire oui, mais il ne comprend pas exactement ce que tu es en train de lui dire. Ouais, Tout à fait. Nathalie. Et oui, tout à fait. Venez le 16 novembre. Là, ce qu'on est en train de faire avec vous, c'est un acte de communication. On s'est dit comment communiquer le plus simplement avec les gens pour leur parler de l'événement et leur parler de communication. On va faire un live. Et vous voyez la preuve par l'exemple. De manière simple, on se connecte à vous. Justement, d'ailleurs, si vous avez des questions, ça peut être le moment. On a Mireille qui nous demande s'il y aura des enregistrements, si on ne peut pas venir sur place. On est d'accord que les enregistrements, c'est que des vidéos, mais ça ne remplace pas une rencontre réelle. Ah, mais c'est sûr, Mireille, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Et encore les enregistrements, ça sera exclusif aux VIP. Je ne sais pas s'ils vont apprécier, ou bien l'idéal, ce serait, Mireille, que tu sois là. Je sais que peut-être que ça peut être difficile ou t'es loin, je ne sais pas. Mais le mieux, c'est que tu sois là pour... parce que comme on est en train de dire, c'est que, et c'est vraiment important que vous compreniez ça, c'est pas juste des mots là, en fait. C'est qu'on veut que les gens qui vont sortir de là, ils ressortent avec une compétence. C'est-à-dire qu'une journée où on parle de transformation, où on parle de communication, c'est une journée où tu es monté en compétence là. C'est-à-dire que tu le veuilles ou non, tu es monté en compétence. Tu es monté en compétence. Parce que tu peux pas faire autrement. Et sans oublier que il y a des transformations qui se font de façon non verbale. Il y a beaucoup de trucs qu'on est en train de partager aujourd'hui qui ne sont que les 1/5 de ce qu'on va partager pendant l'événement. Ça ne va pas être pareil. L'énergie, l'atmosphère, les questions, les relations, les opportunités. Marseille. En plus, à Marseille, Mireille, tu dois bien nous retrouver. Mireille, je suis à Périgueux, en Dordogne. Je monte à Paris exprès. Si moi je viens de Périgueux à Paris, tu peux venir de Marseille. Bon, Et moi, tu n'es pas dispo du tout et je comprends. Hein. Ouais, ça peut se comprendre. Moi, je me rappelle que encore il n'y a pas longtemps, là, tu le sais, Nathalie, moi j'étais au Canada. Au Canada. Et il y a 2 mois encore, j'étais 3 ou 4 mois, j'étais aux États-Unis. Mais parce que quand on veut se former, il faut y aller. Il faut y aller, en fait. Il faut y aller. Le simple fait, Mireille, que tu poses la question, ça montre que tu as de l'intérêt pour ça. Maintenant, ça va juste te demander, et je sais que ça peut ne pas être facile, là. C'est une question de leadership. C'est comment je m'organise pour m'offrir ça. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est quels sont les bénéfices que je vais avoir. Parce que là, je vois Nathalie, je vois Didier à travers... mais on peut aussi se rencontrer en vrai, là. On peut aussi échanger en vrai, mais au-delà de moi, tous les autres intervenants. Et ça va être, qu'est-ce que je vais gagner vraiment en venant? Mais je me rends compte, et c'est même pas juste toi, Mireille, qu'aujourd'hui, je sais pas si c'est le Covid qui a fait ça, il y a certaines personnes qui ont du mal aujourd'hui aussi c'est peut-être pas ton cas, Mireille, qui ont du mal à sortir, à se déplacer, je sais que j'ai été beaucoup comme ça là, après le Covid, parce que je voulais pas avoir... c'est difficile. D'où l'importance qu'on va avoir pendant le Grand Sommet de la Motivation. Comment je me parle pour me motiver? Comment je me parle pour réaliser des choses que je pense difficiles, compliquées? Et quand j'arrive à faire ça, ça veut dire que je peux devenir mon propre coach, en fait. Et c'est littéralement ça qui m'a permis de sortir de la rue.
Donc, Mireille, quelle que soit la décision que tu vas prendre, quel que soit le leadership dont tu vas faire preuve, déjà, tu es là aujourd'hui. Déjà, bravo pour Déjà. ça. Et merci. Et merci. Ouais, merci. C'est super, c'est génial. Et si tu as envie d'aller un peu plus loin, ben, n'hésite pas à venir au Grand Sommet de la Motivation, ou bien il y aura une autre occasion. Mais en tout Tout à cas, fait. ça fait plaisir de faire ta rencontre et d'avoir Ouais. posé la question. Si je vois qu'il y a encore des gens qui sont présents, là, il y a cette personne sur LinkedIn et d'autres ailleurs. Si vous avez d'autres questions, profitez-en, posez les questions parce que nous, on va bientôt vous laisser. C'est quoi la suite de l'histoire? Est-ce que tu vas faire d'autres lives avec d'autres personnes, Oureille, avec, je sais pas, dis-nous, est-ce que tu as prévu d'autres rencontres? Ah oui, bien sûr, qu'on aura, on aura d'autres rencontres, bien sûr, évidemment. Et ça va être comme ça chaque jour, jusqu'au grand sommet de la motivation, jusqu'à l'événement, jusqu'au 16 novembre. D'accord. Ouais, donc ça va être, voilà, il y a Najwa qui nous retrouve. Salut Najwa. Ouais. Voilà, il n'y a pas meilleur investissement sur soi. Mais c'est surtout que Ouais, génial. c'est une compétence. Et je crois que c'est souvent ça qu'on ne se rend pas compte. La communication, c'est une compétence que pour toute ma vie, je l'ai. Et qui va me permettre d'avoir une bonne influence sur les gens qui vont être autour de moi, notamment ma famille, notamment on aura le temps d'en parler durant la semaine, là. Ouais. Et c'est une compétence que je vais avoir, une compétence qui va carrément tout changer. Et souvent, je crois qu'on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Mais parce que comme on parle tous les jours, on croit que c'est quelque chose qu'on maîtrise. Alors que c'est pas vraiment, c'est pas vraiment le cas. Donc, il y C'est aura vrai des ce que tu dis. Les gens pensent qu'il suffit de sortir des mots de sa bouche comme ça et de parler pour savoir, communiquer. Non, parler n'est pas forcément communiquer. Des fois, on tue la communication en parlant trop, hein. C'est un syndrome qu'on voit beaucoup. Faut qu'on parle, faut qu'on parle, faut qu'on parle et on parle pendant des heures et en fait, on saoule la personne de mots et ça la dégoûte. Donc parler n'est pas communiquer. On est d'accord, Didier, hein? Ça ne suffit pas. Il y a une dimension soft skill et une dimension hard skill, c'est-à-dire qu'il y a de la compétence générale et transverse, ok, et il y a aussi de la compétence experte en matière de communication. Il y a les deux. C'est pour ça la communication, c'est très riche et complet, et c'est pas parce qu'on vous dit beaucoup de choses aujourd'hui qu'il n'y aura rien à découvrir lors du grand sommet de la motivation, bien au contraire. C'est ça. Ça va être. Mais vous allez vous rendre compte, déjà dans la semaine, là, vous allez vous rendre compte qu'on n'a même pas encore parlé de vente, comment se vendre. On n'a même pas encore parlé dans la vie de couple. On n'a même pas encore parlé vraiment exactement comment est-ce qu'on fait pour se motiver. Quand quelqu'un est triste, comment on fait, comment on se présente. On n'a pas parlé de l'intonation, du rythme, du silence. Mais il y a tellement de portes qu'on n'a pas encore ouvertes que ouais, ce serait dommage de louper tout ça. Ah oui, c'est vrai, parce que j'ai fait Toastmaster, Myriam. C'est vrai, j'ai fait Toastmaster. Et oui. J'ai d'ailleurs commencé avec ça, mais le problème avec Toastmaster que j'avais, c'est que c'est très bien pour débuter, mais souvent c'est un peu lent parce qu'il y a tout le monde qui passe. Mais ça a été très formateur pour moi. Et Toastmaster, c'est très génial. En plus, c'est moins cher. Et moi, la notion de communication, j'ai toujours voulu pousser ça un peu plus loin. C'est pour ça que je suis allé me former au Canada, aux États-Unis, parce que j'en voulais plus. Et je suis plutôt très content. Mais Toastmaster, c'est une très belle base. Et Mireille, j'ai hâte je vais aller voir ton LinkedIn parce que je me dis, si on se connaît, j'ai hâte de Je sais pas si vous êtes en relation du coup, et je sais pas si on est en relation, Mireille. Ajoutez-moi, ajoutez Didier, qu'on puisse justement communiquer efficacement. C'est vrai qu'à chaque fois, tu vois, on a le mur de l'écran qui coupe un peu la communication, on a le mur des réseaux sociaux où il faut taper et tout, ça coupe un peu la communication. On est d'accord que c'est pas pareil en vrai, quoi. C'est pas la même vibration. C'est un peu la différence entre un concert en live quand tu es là, puis tu as tout le vécu et tout, et la même chose, mais par le truchement d'un écran. Bah, c'est vrai que du coup, c'est beaucoup moins puissant, donc essayez de venir en vrai. C'est pas du tout la même intensité d'expérience. Ah oui, c'est bon, je vois Mireille. Et en plus, on va entendre Nathalie chanter. Donc, je vais être obligée de refaire du chant chez moi. On n'oublie pas ça, Okay, tu crois que c'est comme le vélo, on n'oublie pas?
Bon, si vous voulez d'autres lives, faites-nous un retour en commentaire sous la vidéo. On veut savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez aimé? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez décroché? Est-ce qu'il y a des moments que vous avez trouvé particulièrement passionnants? Est-ce qu'il y a des débats que vous voulez avoir sur certains sujets bien précis? Nous, on a envie de communiquer avec vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire interactivité. Donc, on attend aussi de vous qui êtes là beaucoup sur LinkedIn. Le monde qu'on a sur LinkedIn, j'ai vu passer les gens comme ça. Je me suis dit, c'est incroyable. On attend de vous de l'interactivité aussi et voilà, que ce soit vivant. La communication, c'est vivant. Est-ce que ça te va comme mot de la fin, Didier? La communication, c'est vivant. Bon sang, bonsoir. Oui, la communication, c'est vivant et je vais ajouter, c'est transformateur. Oui. C'est transformateur. C'est vivant et transformateur. Vous ne réalisez pas à quel point apprendre à mieux communiquer va vous aider non seulement à mieux vous comprendre, mais à mieux comprendre les autres. Et c'est vraiment ça la clé de la communication, à mieux comprendre les autres pour mieux les servir. Du coup, mieux vous allez apprendre à communiquer, plus vous allez devenir des meilleurs leaders. C'est inévitable. Vous allez être surpris que les gens vont être intéressés à venir vous rencontrer, pour vous demander des conseils, pour prendre la parole, mais parce que il y en a pas beaucoup en réalité. Il y en a pas beaucoup. Merci Nathalie pour cette interview. Merci à vous d'avoir été là. Merci Didier, merci. J'ai envie de rajouter un petit mot de la fin, c'est que tout le monde aime regarder les Marvel à la télé avec des super pouvoirs. Franchement, la communication, c'est un super pouvoir que vous pouvez développer en vrai. Donc ne vous privez pas de cette occasion-là, ok? C'est ça. Prenez bien soin de vous. Et merci Nathalie. Merci Didier, à la prochaine fois. Ciao. À la prochaine fois, Mireille, Maura, salut, Najwa. Salut tout le monde, salut Mireille, Maura, Najwa, et tous ceux qui sont venus, Ila, Ariane et tout. Ciao. À la prochaine. Faites-nous des commentaires, on veut des feedbacks. Et le 16 novembre à Paris, au Grand Sommet de la Motivation. Ciao. Au Grand Sommet de la Motivation.